Le cimetière gelé des soldats tombés au combat. Au milieu du carnage, une silhouette solitaire domine les épées brisées et la neige imbibée de sang. Astéra, elle-même, à bout de souffle, se tient devant l'homme sur la crête. Lor Rodrika, elle-même se tourne légèrement, reconnaissant le survivant. « H » murmure-t-il, la voix dénuée de toute chaleur. L'homme ne se tourne pas vraiment pour lui faire face. La voix de Lor Rodrik est comme de la glace. « Je crois t'avoir confié la force de subjugation de l'Est. Pourquoi es-tu ici » Aster reste silencieux, le corps brisé, serrant son flanc blessé alors que le vent glacial hurle autour d'eux. Puis, comme un éclair déchirant le désespoir, tout devint clair. Aster leva les yeux, rencontrant le regard meurtrier de Rodrik avec un sourire glacial, rendant le verdict final pour son propre destin tordu. « Pour te tuer. » L'épée d'Aster dégouline de sang alors que la vérité fait enfin surface. « Depuis le début, tu avais l'intention d'utiliser mon unité comme appât pour nous jeter une fois épuisés. N'est-ce pas ?» La trahison coupe plus profondément que n'importe quelle lame. « Père !» allait Aster, ses yeux ambrés écarquillés par un mélange d'horreur et de réalisation soudaine. Lor Rodrik ricane en regardant son propre fils avec un mépris pur. « C'est la raison d'être d'un « sans elle ». N'est-ce pas, mon imbécile de fils ?» C'est l'histoire d'Astera, elle-même. Un homme dont la vie a été bâtie sur un mensonge de devoir envers une famille qui le considérait comme une merde. La maison elle-même, la plus puissante maison martiale du continent, est la source de la misère de toute une vie pour Aster. À sa tête siège Lor Rodrika, elle-même, un homme ayant juré de protéger la couronne, mais capable de la plus sanglante des trahisons. Aster se souvient du début. Il y a des années, sur un coup de tête, Rodrik l'a sauvé d'une tempête de neige mortelle, le laissant au bord de la mort mais choisissant de le laisser vivre. Pour rembourser cette dette de vie, Aster est devenu le soldat parfait. Il a fait tout ce qu'on lui demandait, noyant ses mains dans le sang des ennemis de sa famille. Mais peu importe ses efforts, il n'a jamais été vraiment accepté. Il n'était qu'un raté qu'on laissait pourrir dans la boue. Ses frères et ses pères ne le laissaient jamais oublier sa place. Te la raconte pas trop juste parce que t'es là, espèce de Tsantel, ricanait-il. Dans ce monde, l'emblème ailé est tout, une marque physique dans le dos qui prouve le pouvoir magique d'une personne. Plus il y a d'elle, plus le mana est grand. Mais Aster était une anomalie. Il était le seul de toute la maison ducale, né totalement incapable de manier la magie. Son droit de naissance a été volé par un destin cruel, et sa famille l'a marqué du titre de « sans elle ». Pourtant, il a refusé de se rendre. Il a continué à prendre l'épée, s'entraînant jusqu'à ce que ses mains saignent, croyant qu'un jour son dévouement serait récompensé. De retour sur le champ de bataille, Aster réalise la récompense que son père lui avait vraiment préparée. Il scrute les arbres, sentant le piège se refermer. Les yeux dorés du guerrier, Santel, se rétrécissent. Il sait qu'il est surveillé par bien plus que le vent. Des soldats cachés se révèlent dans l'ombre du blizzard. Le cœur d'Aster sombre. Pourquoi? Une embuscade? Il fixe son père, la voix tremblante d'une vie de rage réprimée. « Père, j'ai cru en toi et je t'ai suivi tout ce temps. Et ça, c'est ça ta réponse. » Lor Rodrik ne sourcille même pas, son regard aussi froid que le blizzard environnant. Quelles attentes un simple outil pourrait-il avoir? Ton rôle est terminé. Creve. La trahison est totale. Jeté comme un déchet, Aster sent sa loyauté s'effondrer, remplacée par une rage meurtrière brûlante qui s'enflamme pour un dernier barou d'honneur désespéré. Astera elle-même s'élance vers l'avant avec un dernier rugissement désespéré. « Père » hurle-t-il, mettant toute sa force restante dans un coup destiné à l'homme qui l'a trahi. La réalisation de sa loyauté gâchée brûle plus fort que le froid. Aster grogne avec une haine pure. « J'ai été un abruti de croire en toi. » Alors que sa lame est déviée, un sentiment écrasant de regret envahit son esprit. Aster réalise l'ampleur de sa naïveté, pensant « Quel pathétique idiot je fais !» Il parvient à faire couler le sang, une coupure superficielle s'ouvrant sur le cou de Lor Rodrika elle-même. Mais le duc ne bronche pas, il sourit simplement, une expression terrifiante et froide d'amusement. Le piège se referme alors que des chaînes magiques rouges jaillissent de l'air, ligotant Aster en plein mouvement. « GGH » gémit-il, paralysé alors que les hommes de Rodrik se rapprochent. L'exécution est brutale et précise. Des entailles de mana déchirent l'espace autour du guerrier enchaîné, laissant une traînée de sang dans l'air glacial. Enchaîné par les chaînes rouges luisantes, Aster laisse échapper un cri d'agonie pur alors que ses forces l'abandonnent. Un noble se tenant au-dessus de lui ricane avec un mépris absolu. « Tu ne piges vraiment rien, hein, mon cher beau-frère » se moque l'homme. Un sans elle restera toujours un sans elle. Des ombres planent sur Aster à terre alors que le noble continue ses moqueries. « Ramper au sol comme ça te va à merveille. » Face contre terre dans la neige ensanglantée, la voix intérieure d'Aster est un murmure de confiance brisée. « Si c'était pour me jeter comme ça, alors pourquoi m'avoir ramassé ?» Lor Rodrik s'accroupit sur son fils délaissé, sa voix comme un glacier. « Ne te flatte pas.
Je n'ai jamais eu la moindre utilité pour toi. Le duc tend la main et attrape Aster par les cheveux, le forçant à affronter la froide vérité de son existence. Les yeux de Lord Roderick brillent d'une lumière rouge sinistre. Ce dont j'avais besoin, c'était du pouvoir des 7 ailes qui résident en toi, déclare-t-il. Même sur le point de mourir, une nouvelle révélation choque Aster au plus profond de lui. 7 ailes, pense-t-il, le nom de ce pouvoir résonnant dans son esprit embrumé. L'indifférence de Roderick est absolue. Ta mère a été bien utile, dit-il, traitant sa vie comme une simple statistique. Lord Roderick tourne le dos à son fils, s'éloignant alors qu'Aster gît agonisant. Elle portait la graine qui servirait mes desseins, ajoute froidement le duc. Aster tend une main tremblante, sa voix étant un plaidoyer désespéré pour obtenir des réponses. A attends. De quoi tu parles au juste? Le coup final arrive. Réponds-moi, Roderick, hurle Aster, son dernier acte de défi avant que le monde ne devienne rouge. Le vent glacial est la dernière chose qu'il ressent. Froid, réalise Aster alors que sa conscience s'échappe. Sa vision s'obscurcit, la neige qui tombe brouillant le monde. C'est ici que je meurs, se demande-t-il. Le clocher d'une église lointaine est la dernière image de sa première vie. Alors pourquoi ai-je vécu tout ce temps? Demande-t-il alors que les ténèbres l'emportent. La confusion revient avec une lueur de lumière. Tout est blanc et légèrement chaud, pense Aster. C'est l'au-delà, de la neige. Il n'est pas au paradis. Il est de retour dans la tempête, mais son corps est minuscule. À côté de lui gît le corps gelé de la femme qui l'a sauvé. Les yeux ambrés d'Aster s'ouvrent brusquement, l'âme d'un guerrier soudainement éveillé dans le corps d'un nourrisson. Non, c'est la réalité. Réalise-t-il, le givre mordant de la neige prouvant que sa renaissance n'est pas un rêve. Une seconde chance lui a été imposée au milieu des décombres de sa première vie. Perdu dans le blizzard, le nouveau-né Aster fixe le vide et pose la question qui allumera sa vengeance. Où suis-je? Aster fixe ses minuscules pieds de bébé, le choc de sa renaissance s'installant enfin. Ce petit corps, pense-t-il, son âme de guerrier piégé dans une forme qui peut à peine bouger. Il lève une main potelée et tremblante vers le ciel d'hiver. Est-ce vraiment le mien? La réalisation de sa régression devenant indéniable. Aster baisse les yeux, se voyant enveloppé dans un tissu fin au milieu du blizzard glacial. Comme un nourrisson. Non, c'est un corps de nourrisson. Il tourne son regard vers la femme allongée immobile à côté de lui. Et cette femme, elle est morte? Un sacrifice dont il se souvient à peine de sa première vie. Des voix dures percent soudainement le vent hurlant. Cherchez partout. Hurle un commandant, la patrouille de recherche se rapprochant. Les chevaliers de la famille tirant tonnent dans la neige à cheval. Peu importe comment, trouvez cette femme, ordonne le chef. L'ordre du soldat est absolu. Par un blizzard pareil, elle ne peut pas être allée loin. Pour le bien de Lord Roderick, récupérez le bébé qu'elle a enlevé. Les yeux jaunes d'Aster s'ouvrent brusquement en signe de reconnaissance. Il ne connaît que trop bien ce nom. La silhouette sombre de Lord Roderick elle-même plane dans son esprit comme une malédiction. Qu'est-ce que c'était? Ils ont dit Lord Roderick. La réalité de sa situation est une douche froide. Il cherche un nourrisson. Moi. La mémoire et la réalité entrent en collision dans l'obscurité glaciale. On m'a dit que j'avais été trouvé par une nuit exactement comme celle-ci, pendant un blizzard. Ne me dites pas que je suis revenu dans le passé. Les lanternes luisantes de la patrouille de recherche des elles-mêmes vacillent à travers le voile blanc tourbillonnant. Il le traque comme un trophée. Aster se force à se concentrer malgré la panique. C'est ridicule, je vérifierai ça plus tard. La survie d'abord. Il regarde la femme morte puis le chemin devant lui. Si je reste ici, je vais encore finir entre les mains du duc. Il refuse d'être un outil pour une autre vie. Avec une volonté de guerrier, le nourrisson commence sa reptation désespérée à travers l'étendue gelée. Il se traîne dans la glace, son petit cœur battant contre ses côtes. Je dois m'enfuir. Le plus loin possible. Chaque poussée sur la terre gelée est une lutte agonisante contre la mort elle-même. L'air glacial lui brûle la gorge à chaque respiration. Fait chier, je peux pas respirer. La chaleur irradie dans ses petites mains alors qu'elle s'enfonce dans le givre. Mes membres me brûlent. Le pouvoir des 7 ailes s'agite. Aster traîne son corps vers l'avant, laissant une trace solitaire dans la neige profonde. Une vie passée à ramper. Mais plus jamais pour le duc. Ses yeux jaunes brûlent d'un feu surnaturel à travers la neige. Mais je vais survivre. Le souvenir du dos froid et fuyant de Lord Roderick alimente sa rage. Roderick, je te jure que je vais. La promesse de vengeance est sa seule chaleur. Les dents serrées, le nourrisson refuse que le froid le réclame. Il doit tout changer. Défiant les limites de sa forme minuscule, Aster se traîne plus loin de l'ombre froide du duc. Chaque poussée agonisante est un vœu silencieux que cette vie n'appartiendra à personne d'autre qu'à lui-même. Aster s'effondre alors que le blizzard s'estompe, sa conscience s'échappant dans le silence blanc.
Mais le cycle est brisé. Des bruits de pas crissent à proximité alors que le vicomte Ifrid se tient au-dessus de lui, fixant le petit miracle qui vient de réécrire les lois du destin. « Par ici, père !» appelle une jeune fille aux cheveux argentés, sa voix brisant le silence des montagnes. Derrière elle, une silhouette massive émerge de la lumière du matin. Le vicomte Ifrid reste figé, fixant la petite vie à ses pieds. « Mais qu'est-ce que… » murmure-t-il, l'incrédulité se lisant sur son visage. Le vicomte soulève le nourrisson dans ses bras chauds, sous le regard de la jeune fille Ifrid. « Pourquoi y a-t-il un bébé dans un endroit pareil ?» demande-t-il, la voix tremblante d'inquiétude devant la survie impossible de l'enfant. Aster pose sa tête épuisée contre la poitrine du vicomte. Pour la première fois, il n'est pas tenu comme un outil, mais comme un être humain. Le vicomte Ifrid fixe intensément les traits de l'enfant. « Un bébé !» murmure-t-il, prenant conscience de la gravité de la situation. Il regarde en arrière la longue et éprouvante traînée de sang et d'efforts laissés dans la neige. Parcourir cette distance, se demande le vicomte, incapable de concevoir comment un nourrisson a pu bouger d'un seul centimètre dans ce gel. Un chemin de pure volonté s'étend sur des kilomètres à flanc de montagne. Aster n'a pas seulement rampé, il s'est battu pour chaque centimètre de sa liberté. Le vicomte Ifrid contemple le mystère dans ses bras, ignorant le fait qu'il vient de voler au duc son plus grand trésor. « Qui est cet enfant ?» demande-t-il. Alors que la chaleur de la famille Ifrid l'enveloppe, Aster sombre dans un sommeil profond. Le pion de la famille Tyrant est mort, et la rébellion a enfin trouvé son véritable commencement. Flottant dans un vide de conscience, Aster se demande « Où suis-je » Son âme dérive, détachée de la mort qu'il vient d'embrasser. Cet enfant, note-t-il, observant une petite forme spectrale dans l'obscurité. Les lumières du destin tourbillonnent autour de lui comme des plumes luisantes. Aster sent un nouveau départ alors que l'enfant est venu m'accueillir. La transition du champ de bataille vers l'inconnu commence maintenant. La conscience revient brusquement avec un compte à rebours. « Dis, ne l'utilise pas », s'avertit-il. Aster grogne « Hug », ressentant le poids accablant d'un corps qui n'obéit plus aux ordres d'un général. Ses yeux s'ouvrent sur une réalité d'une clarté aveuglante. Il est immédiatement assailli. « Grande soeur !» Le petit s'est réveillé, crie une fille. Les filles du vicomte Ifrid se penchent, tripotant et piquant le nourrisson confus. « Allez, sois pas méchant. Tu vas casser ton petit nez tout mignon, » prévient l'une d'elles en plaisantant. Pour Aster, ce n'est que du bruit et de l'agacement. La surcharge sensorielle est trop forte. Étant serré et câliné par ces inconnus, Aster est horrifié. « C'est quoi ce bordel ?» hurle-t-il intérieurement. Le grand général est traité comme une peluche. L'une des filles du vicomte Ifrid le tire plus près, sa prise est ferme et d'une affection étouffante. Aster se débat, sa fierté blessée plus encore que son petit corps. Ce n'était pas la renaissance qu'il attendait. « MPH !» s'exclame Aster, parvenant enfin à se libérer. Il roule au loin, bien décidé à s'échapper de cette nurserie chaotique. Les filles s'écrient de surprise « Ah !» alors que leur jouet prend la fuite soudainement. Il rampe avec la précision d'un soldat entraîné. Son but, n'importe quelle sortie. Ses petits membres bougent avec une vitesse désespérée sur le sol poli. S'échapper est la seule priorité. L'une des sœurs regarde, choquée. « Bordel, qu'est-ce qui se passe ?» marmure-t-elle en regardant le bébé bouger comme un possédé. « Et » crie-t-elle, essayant de rattraper le nourrisson fugitif. La course-poursuite est lancée. « Arrête-toi là !» crie-elle, le poursuivant dans le couloir. Aster pousse encore plus fort, furieux. « Pourquoi vous me poursuivez ?» s'écrie-t-il dans sa tête, ses jambes de bébé n'arrivant pas à suivre le rythme de son esprit. Acculé, ses instincts primaires prennent le dessus. Sa main commence à briller d'une aura dorée intense. La magie des 7 ailes, le pouvoir qu'il a condamné dans sa première vie, s'éveille dans son enveloppe fragile. Aster grince des dents, essayant de réprimer la poussée. Son œil doré brûle de puissance. La marque est active. La magie brute de la lignée elle-même n'est plus un secret. C'est un phare. L'éruption est violente. Un pilier de lumière doré le propulse du sol vers le ciel. Et c'est de la magie, réalise-t-il avec terreur. Il ne rampe plus, il est un projectile d'énergie pure. Il flotte pendant un bref instant d'apesanteur, baigné dans l'éclat de son propre pouvoir. Le monde en bas semble petit, mais la réalité de la physique revient vite. La poussée de mana prend fin. La gravité réclame son dû. Aster plonge vers le toit du manoir. « Je peux pas le contrôler. Je tombe !» hurle-t-il, le vent s'engouffrant dans ses oreilles alors que le sol se rapproche à toute vitesse. Aster ferme les yeux très fort, se préparant à une seconde mort avant même que sa seconde vie n'ait vraiment commencé. Ce corps ne peut pas survivre à une chute de cette hauteur. C'est fini. Impact, mais aucune douleur. Des bras puissants le rattrapent en plein vol. Dire qu'il tombe du ciel cette fois. C'est vraiment un enfant mystérieux, dit une voix grave. Aster ouvre un œil, fixant son sauveur. Le cœur d'Aster s'arrête pour une autre raison.
Il reconnaît le visage qui le regarde. Cet homme, c'est... réalise-t-il, figé par le choc. Les livres d'histoire dans sa tête défilent à toute vitesse. L'homme qui le tient est révélé. Le vicomte Ifride, du domaine Lodric. Un nom qu'Aster n'a pas entendu depuis des années. Un homme qui ne devrait pas être ici. Il regarde le grand domaine qui l'entoure. C'est pas possible. Est-ce que ce serait une autre maison elle-même? Se demande Aster. L'opulence est familière, mais l'atmosphère est totalement différente du donjon froid de Roderick. Le portrait dans le hall le confirme. Vicomte Ifrid mu Elmheim. Il est le chef de la famille des vicomtes, une branche de la maison principale elle-même. Le frère cadet du meurtrier d'Aster. L'histoire raconte qu'il était autrefois une légende. Aux côtés de son frère Lodric, il était l'une des deux ailes chargées de protéger la famille royale. La fierté du nom elle-même. Mais les souvenirs d'Aster sont plus sombres. Le vicomte Ifride que je connais aurait dû mourir dans une guerre civile. En même temps que l'effondrement de la famille des vicomtes, pense-t-il, regardant un portrait fissuré d'une époque révolue. La chronologie est brisée. Il est dans le passé. La preuve est indéniable. Ça confirme tout. Je suis revenu dans le passé. Aster fixe sa petite main maladroite, sentant la magie des 7 ailes vibrer encore dans ses veines. La régression n'est pas un rêve. C'est une seconde chance de réduire en cendres l'héritage de son père. L'ironie est presque risible. Je voulais désespérément échapper à l'emprise du duc, pour finir rattrapé par son propre frère. Je suis toujours un elle-même, mais les pièces sur l'échiquier ont changé. Alors que Ifride le porte au cœur du manoir, Aster se prépare à affronter la famille qu'il pensait autrefois perdue dans le temps. La vicomtesse elle-même, une noble femme douce au regard plein de chaleur, berce le garçon. Donc la magie de cet enfant est devenue incontrôlable et la fait s'envoler. Demande-t-elle, la voix posée mais curieuse. À côté d'elle, le vicomte Ifride observe, sentant le poids du moment. On dirait bien, répond-il, je pensais que c'était plus qu'un simple bébé. Aster reste silencieux, ses yeux dorés observant tout. La vicomtesse baisse les yeux vers l'enfant avec un sourire qui pourrait faire fondre le givre de l'hiver. Pour elle, c'est un miracle. Pour Aster, cette gentillesse est une arme étrangère contre laquelle il ne sait pas se défendre. Elle le serre contre sa poitrine, l'odeur de lavande et le confort l'enveloppant. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Tout va bien maintenant, murmure-t-elle. Pour la première fois en 2 vies, Aster sent le toucher d'une mère, et c'est presque assez pour briser sa résolution. Aster fixe le vide de ses propres pensées. Il n'est pas qu'un enfant. C'est un général qui a été trahi, massacré et qui a renascu. Ses petits poings se serrent alors qu'il s'adapte à la chaleur soudaine de ce nouveau foyer. Le vicomte Ifride les observe, son regard est aiguisé et analytique. Il n'est pas dupe de la façade enfantine. Il a vu la lumière. Il a vu la puissance. Et il sait ce que cela signifie. Cet enfant possède un pouvoir phénoménal, déclare le vicomte Ifride, sa main s'étendant comme celle d'un prédateur vers son trophée. L'air dans la pièce devient pesant avec la réalisation qu'Aster n'est pas un orphelin ordinaire trouvé dans la neige. Il écarte le tissu, révélant la marque du destin. Cet emblème en est la preuve, dit Ifride. Aster a le souffle coupé. Le secret qu'il espérait cacher est mis à nu devant le frère de son meurtrier. Le miroir reflète le choc sur le visage de la vicomtesse. C'est elle, s'exclame-t-elle. C'est le pouvoir ultime de la lignée elle-même. Le même pouvoir que Roderick tuerait pour posséder. Les enjeux viennent d'atteindre un sommet mortel. Aster regarde sa propre cuisse, la marque rouge brûlante se moquant de lui. Pourquoi est-ce sur mon corps? Se demande-t-il, son esprit revoyant les horreurs de sa vie précédente. Il était censé être un sans elle. C'est une déviation totale de l'histoire qu'il connaissait. Ses yeux dorés s'enflamment d'un éclat terrifiant. Le souvenir de la trahison refait surface, sombre et froid comme la tombe où il a été jeté. Le pouvoir est de retour, et cette fois, on ne lui prendra pas. La scène bascule vers un cauchemar de neige blanche et de sang rouge. Roderick, le duc elle-même, domine le corps agonisant d'Aster. Ce dont j'avais besoin, c'était du pouvoir des 7 ailes que tu possédais, ricane le tyran. Vérité mot pour mot. Aster n'a jamais été un fils, il n'était qu'une batterie à vider. Roderick s'éloigne, laissant l'enfant dans le blizzard comme s'il n'était qu'un déchet. Je vois, murmura l'ancien Aster alors que sa vision s'éteignait. La trahison ultime pour un pouvoir qu'il ne savait même pas posséder. De retour dans le présent, le visage d'Aster se tord de rage pure. Alors, il m'a ramassé pour me voler ses 7 ailes, réalise-t-il. Il entend l'écho du tourment de sa vie passée. Comment ça, sans elle? Il réalise qu'on l'a trompé sur sa propre nature depuis le tout début. La vicomtesse elle-même observe l'enfant, son expression remplie d'une pitié qu'Aster trouve insupportable. Elle ne voit pas un général, elle voit un garçon maudit. Alors, commence-t-elle, sa voix s'éteignant alors qu'elle regarde son mari. Le visage du vicomte est plongé dans l'ombre, ses yeux verts brillants d'une résolution qui pourrait tout changer. Que allez-vous faire de cet enfant? La question résonne dans le hall.
Ifrid sait que le remettre à la famille principale équivaut à une condamnation à mort. L'esprit d'Aster est une carte tactique. C'est mal barré, pense-t-il. Si Ifrid est comme son frère, il sera vendu comme une arme ou utilisé comme une marionnette. Il doit trouver un moyen de s'échapper ou de se battre avant que les chaînes ne se resserrent. Il serre son petit poing, la colère débordant. Je ne peux pas laisser ce pouvoir tomber entre les mains de la famille elle-même. J'ai besoin de ce pouvoir pour me venger de lui. S'il doit être un monstre, il sera le monstre qui détruira le duc. Le silence est brisé par un décret final. Adoptons-le, dit le vicomte Ifrid. Sa voix est ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Il choisit de défier son frère, le tyran, pour protéger un enfant qu'il connaît à peine. Aster lève les yeux, pétrifié. Il ne s'attendait pas à ça. Dans sa première vie, il était un outil. Dans celle-ci, on lui offre un nom. Un bouclier. Une chance. La main de Ifrid s'abaisse, non pour prendre, mais pour réconforter. Le contraste est saisissant. Aster n'a jamais connu un toucher qui n'est pas un prix. Il reste sur ses gardes, guettant la lame cachée. Cet enfant est encore un oisillon qui ne peut même pas voler de ses propres ailes, note doucement Ifrid en tapotant la tête d'Aster. L'oisillon, à l'âme de général, se hérisse à la remarque, mais il reste immobile, laissant le moment se jouer. Le vicomte Ifrid regarde sa femme, leur pacte scellé d'un regard. Jusqu'au moment où il essaiera de prendre son envol seul, je prendrai mes responsabilités et je m'occuperai de lui. Une promesse de protection. Une déclaration de guerre contre le destin que Roderick lui réservait. L'œil d'Aster accroche la lumière, reflétant un nouveau chemin dangereux. La vengeance n'est plus un rêve, elle a une fondation. La maison Ifrid sera sa forteresse. La tension dramatique est soudainement brisée par un bruit sourd et un chœur de petits cris. Ah! La porte s'ouvre brusquement, laissant place à une pile de filles qui écoutaient aux portes. La réunion de famille secrète n'était pas aussi privée qu'il le pensait. Les filles du vicomte Ifrid se remettent sur pied, l'air coupable. Le vicomte Ifrid soupire, son ton autoritaire remplacé par celui d'un père fatigué. « Vous écoutiez toutes » demande-t-il. La rébellion a commencé, mais on dirait qu'elle va se faire à plusieurs. La pièce est remplie d'une chaleur étouffante. La vicomtesse elle-même couvre le secret des 7 ailes, tandis que ses filles s'attroupent autour. « Maman » gazouille l'une des filles, ignorant que le bébé dans les bras de sa mère est un général réincarné. Le vicomte Ifrid monte la garde, sa présence est un mur silencieux contre les yeux indiscrets de la famille principale. La vicomtesse elle-même baisse les yeux avec un sourire qui hurle la gentillesse noble, mais Aster n'est pas dupe. Il est un fantôme dans une enveloppe de nourrisson, observant ses nouvelles sœurs célébrer son réveil. Elle voit un miracle, lui voit une complication stratégique. Le soleil se couche sur le premier jour de sa seconde vie. Aster n'est plus un outil pour le duc. Il est l'arme cachée du vicomte. Une pièce du jeu qui a été réinitialisée. Aster, le nom d'une nouvelle étoile née dans notre famille. Le nom est officiellement donné. Un nom censé symboliser l'espoir, mais pour Aster, c'est la bannière sous laquelle il marchera pour le sang. Il fixe la lune, le compte à rebours de la vengeance, commençant par un simple souffle. Le temps est un luxe que les morts n'ont pas, mais pour Aster, c'est un outil. 10 ans plus tard, le manoir de la famille Ifrid est devenu son terrain d'entraînement. Le garçon a grandi, et la tempête est enfin prête à éclater. Nous vous attendions, Lord Ifrid. Le vieux vicomte Ifrid mène sa famille vers la scène de leur règlement de compte. Ses cheveux sont blancs maintenant, mais ses yeux reflètent l'acier tranchant d'un homme qui a réussi à cacher un dieu à un tyran. La porte de la calèche s'ouvre. Une paire de bottes cirées touche le pavé. Le monde s'apprête à rencontrer la honte de la famille elle-même, et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Aster sort dans la lumière. Le bébé qui rampait autrefois dans une nurserie est maintenant un jeune homme au regard qui coupe plus profondément que n'importe quelle lame. La rébellion n'est plus une pensée, elle marche sur 2 jambes. Sœur Alphin, s'il te plaît, fais attention où tu marches, dit Aster, son ton est froid et discipliné. Il offre sa main à Alphin, la fille qui le tenait autrefois serré et qui cherche maintenant la force en lui. La transition de frère à protecteur est achevée. Oui, merci, Aster, répond Alphin, ses cheveux roses captant la lumière du soleil. Elle sourit, inconsciente que la façade polie de son frère cache une montagne de cadavres et une soif pour la tête du duc. Ils marchent côte à côte, les parias nobles. L'expression d'Aster est un masque de pierre, ses yeux dorés scannant l'environnement à la recherche de menaces. Chaque mouvement est calculé. Chaque souffle est un pas de plus vers la fin. Ils entrent dans l'assemblée des la danse des le accent aigu. Le rituel social de l'élite martiale. Un endroit où les noms se font et se défont dans un seul fracas d'acier. Pour Aster, c'est un environnement riche en cibles. Organisé chaque année par une certaine famille ducale sous l'égide des elles-mêmes. Un rassemblement social pour les familles nobles des arts martiaux. L'arène est un monument au pouvoir de la famille tyrante. C'est un lieu de tradition imprégné de sang où les faibles sont massacrés pour le divertissement.
C'est un endroit pour les nobles afin d'approfondir leur foi, et en même temps, un endroit pour chaque famille pour se pavaner et vérifier la force d'eux. Le texte dit vrai, c'est un test de puissance. Une pesée avant le massacre. Les familles elles-mêmes sont ici pour marquer leur territoire. Les candidats au titre de bretteur s'alignent, leur résolution visible dans leur posture. Ils courent tous après la gloire. Aster court après quelque chose de bien plus permanent. Les candidats bretteurs portant le nom de famille sont rassemblés par centaines. Aster et Alphin marchent à travers une mer de jeunes en armure, les intrus dans un repère de loups. L'air est chargé d'anticipation et de malice. Les murmures déchirent l'air comme des couteaux. Le groupe de la famille du vicomte est arrivé. Ils sont venus pour s'afficher encore, sans avoir retenu la leçon. La foule se moque d'eux ouvertement. On dirait qu'ils ont adopté un gamin de je ne sais où, pour remplacer un héritier qui refuse de naître. La trahison de la lignée est leur sujet favori. Des silhouettes sombres aux yeux rouges luisants observent depuis les balcons. Je me demande combien de temps encore ils comptent salir le nom de la famille elle-même avant d'être satisfaits. La haine est viscérale. Ils voient une tache. Aster voit sa première série de cibles. Aster tourne la tête, son regard se posant sur les grandes portes. Alors, ce mec, c'est lui. Il a identifié sa proie. La séance de baffe est sur le point de commencer. Alphin sent l'hostilité et ses mâchoires se serrent. « Ne t'en fais pas pour ça », murmure-t-elle à Aster. Elle essaie de le protéger des paroles, ignorant qu'il a survécu à bien pire que des insultes. Sa main se serre en un point aux jointures blanches. Ici, ceux qui montrent de la faiblesse sont écrasés. Elle a passé 10 ans dans cet environnement. Elle connaît le prix d'un seul tressaillement. Aster fixe simplement devant lui, la main ferme sur sa lame. Aster regarde sa sœur, son expression a changé. Il n'a pas besoin de sa protection, mais il apprécie la résolution dans ses yeux. La famille du vicomte est peut-être paria, mais elle n'est pas brisée. Pas encore. Le vicomte Ifride regarde la grande arène avec une expression sinistre. C'est la position actuelle de la famille du vicomte. Ils sont tout en bas de la hiérarchie. Les bouffons de l'égide elle-même. Il se tourne vers Aster, testant son esprit une dernière fois. Le vicomte Ifride désigne l'opulence et la foule goguenarde. « Je voulais te montrer ça », dit-il. Il veut qu'Aster ressente le poids écrasant de leur statut, pour que le déshonneur de la famille aiguise l'esprit du garçon comme une lame. « Es-tu déçu » demande Ifride, cherchant dans le regard imperturbable du garçon. Aster ne bronche pas. La déception est pour ceux qui attendent de la pitié. Lui n'attend qu'un règlement de compte. Il se prépare à répondre à l'accueil glacial par son propre hiver. Aster lève les yeux vers le manoir imposant, ses yeux dorés sont froids et inflexibles. « Non, père. Ça me va que ce soit aussi glacial, » dit-il. L'air frigorifié du domaine elle-même n'est rien comparé à la glace dans son âme. Il est revenu sur le lieu de sa mort, et cette fois, c'est lui qui apporte l'hiver. Le vicomte Ifride sourit, son rire résonnant contre les murs de pierre. « C'est rassurant, » répond-il, la fierté gonflant sa poitrine. Il voit l'esprit du général en ce garçon, une lame forgée dans le silence et prête à frapper au cœur de la famille principale. Le manoir déclenche un flot de souvenirs sombres. Dans ma vie précédente, j'ai fait mes débuts mondains comme la honte de la famille elle-même, se rappelle Aster. Il se souvient des génuflexions, des rires moqueurs, et du sentiment d'être une mère de centelle, sous les bottes de ceux qui l'observent maintenant depuis les fenêtres. Ce garçon est mort, le rebelle demeure. Cet endroit recèle des souvenirs amers, pense-t-il, sa silhouette encadrée par les flèches imposantes de la demeure du tyran. L'aura dorée de son pouvoir caché commence à flamboyer, une déclaration de guerre silencieuse. Mais je suis différent maintenant que les 7 ailes sont de retour. Le pouvoir que Roderick a volé autrefois est maintenant le marteau d'Aster. L'œil doré d'Aster se rétrécit, se focalisant sur la cible devant lui. L'analyse tactique est terminée. L'ennemi est arrogant, ne se doute de rien, et est mûr pour une chute dévastatrice. Le compte à rebours pour la première humiliation a atteint 0. Le trio, Aster, le vicomte Ifride et Alphin, avance comme une phalange dans le repère des loups. Ce sont les parias, la tache de la lignée, mais ils marchent avec la confiance de ceux qui connaissent déjà l'issue de la bataille. Depuis les étages supérieurs, Dali elle-même et ses laquais observent avec une hostilité de prédateurs. Ils voient une branche familiale faible mendiant des miettes. Ils n'ont aucune idée que le garçon en tête est un fantôme qui a déjà vaincu la mort une fois. Pour eux, c'est un début mondain. Pour Aster, c'est une mission de reconnaissance. Aster garde son visage dans l'ombre, sa présence est une tache sombre contre l'opulence du domaine. Laissez-les chuchoter. Laissez-les rire. Plus ils montent sur leur piédestal d'orgueil, plus ils s'écraseront fort quand il leur tirera le tapis sous les pieds. Ils atteignent l'entrée principale. Bien, pour commencer, marmonne le vicomte Ifride en entrant dans la gueule du lion. L'air à l'intérieur est toxique, empreint de la fausse gentillesse de la haute société, masquant la pourriture de la famille tyrante. Le jeu est lancé. Aster sort dans la lumière, un sourire dangereux jouant sur ses lèvres.
Faisons des débuts mondains glorieux, n'est-ce pas? Pense-t-il. Les 7, elles sont prêtes à brûler. La rébellion contre le duc ne commence pas sur un champ de bataille. Elle commence ici, au cœur de leur fierté. Le chapitre 2 se termine avec la scène prête pour un massacre de réputation. L'histoire de la famille elle-même est écrite avec le sang et l'acier. C'était une époque où les chevaliers régnaient en maître. Dans ce monde, la force n'était pas seulement un choix, c'était la survie. Pour les elles-mêmes, leur puissance résidait dans leur maîtrise de la lame. Chaque coup était un témoignage de leur domination. Leur maîtrise était inégalée, un standard que le reste du monde ne pouvait qu'espérer imiter. Ils se tenaient au sommet absolu de l'escrime. Dans les grands rôles de la famille tyrante, seuls les plus forts gagnaient le droit de diriger. Avec ce pouvoir venait la majesté, une renommée éternelle qui résonnait à travers les siècles, frappant de terreur leurs ennemis. Mais même dans cette maison de monstres, il y avait un symbole qui transcendait la simple compétence. Une marque de véritable autorité. Le symbole absolu qui séparait les dirigeants des dirigés, l'emblème qui dictait le destin. Quand l'éclat des ailes jaillissait, la hiérarchie était absolue. Ce pouvoir n'était pas seulement une arme, c'était un droit de naissance. L'incarnation de la puissance et de la majesté n'était autre que la médaille. La posséder, c'était être un dieu parmi les chevaliers. Une marque qu'Aster porte désormais en secret. Un pouvoir qui finira par réduire toute cette famille en cendres. Présent, Aster se tient sur le balcon du grand hall, observant le spectacle. Il se dit, cet endroit est toujours aussi étouffant. Il n'était pas le seul à ressentir la pression. Aster comprit pourquoi ses autres sœurs, Furan et Flare, avaient refusé de venir à un événement aussi pesant. Sous le faste et les paillettes, Aster sentait l'air familier et suffocant des elles-mêmes. La cruauté masquée ennoblece. Les sourires cachant des poignards. Il se souvenait du passé. La façon dont il piétinait quiconque était jugée faible. Ce « festival de la danse de l'épée » n'était qu'une démonstration d'arrogance. Une voix brisa ses pensées sombres. Alphin l'appela, remarquant son expression distraite. « Aster » demanda-t-elle avec inquiétude. Elle se pencha par-dessus la balustrade, essayant de lire en lui. « Tu es nerveux, demanda Alpin. » Après tout, c'est ton premier festival de la danse de l'épée. Aster se tourna vers elle, un sourire froid et tranchant aux lèvres. « Pas vraiment, » répondit-il. « C'est nostalgique. Ou plutôt, c'est carrément répugnant. » Alphin cligna des yeux, confuse, incapable de comprendre l'amertume dans les paroles d'un enfant. Elle ne pouvait que se demander ce qu'il entendait par « répugnant ». Leur père, le vicomte Ifride, les interrompit. « Bien, j'ai une réunion, je m'absente un moment. » dit-il en posant une main sur l'épaule d'Aster. « Je compte sur toi pour veiller sur Alphin. » Alphin gonfla ses joues en signe de protestation. « Père, franchement, j'ai un an de plus qu'Aster, tu sais. » Aster ne put s'empêcher de la taquiner. « C'est parce que t'es trop maladroite, serette, » plaisanta-t-il. Le vicomte Ifride leur lança un regard sérieux. « Il y a beaucoup de gens ici qui ont votre âge. Profitez-en pour vous mêler aux autres et vous faire des contacts. » Puis, sa voix tomba dans un murmure bas destiné uniquement à Aster. « Assure-toi juste que personne ne découvre les 7 points. » Le secret était leur seule protection. Alors que le vicomte s'éloignait, Aster le regarda partir, sachant que cacher sa véritable nature dans ce nid de vipères serait plus facile à dire qu'à faire. L'air dans la salle de bal s'épaissit d'une malice palpable. Dans l'ombre, les vautours de haute naissance observaient avec des yeux de prédateurs, leurs murmures sifflant comme des serpents dans le noir. Le regard d'Aster restait froid et analytique alors qu'il inspectait la pièce. Il réalisa. C'est dur de socialiser quand l'atmosphère est aussi ouvertement hostile. Il n'avait pas besoin de contact, il avait besoin de cible. Les yeux dorés d'Aster se rétrécirent, reflétant une froideur qui n'appartenait pas à un enfant. La chasse avait commencé. Il n'était pas là pour être gentil. Il était là pour mesurer le poids de la vie de ses ennemis. La voix d'Alphin déchira l'air, aiguë d'inquiétude alors qu'elle le regardait se diriger vers le nid de vipères. « Aster, où est-ce que tu vas » appela-t-elle, mais sa décision était déjà prise. Il ne s'arrêta pas. Il ne regarda même pas en arrière. D'une démarche désinvolte qui masquait son intention létale, Aster répondit « Me faire des amis, point. » Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Des amis? Non. Des cibles. Le rire des gens de haute naissance résonna dans le hall, un son grinçant d'arrogance non méritée. Au centre de la clique siégeait Dali elle-même, vautrée comme un roi sur un trône de prestige volé. Ils étaient les maîtres de ce monde, du moins le croyaient-ils. Dali elle-même ne prit même pas la peine de se lever. Il leva les yeux, son expression étant un masque de mépris blasé. « Hein » grogna-t-il, ses yeux scannant Aster comme s'il était un chien errant. « T'es qui toi, putain » Aster ne flancha pas, un sourire poli mais vide sur le visage. Il jouait le rôle du frère cadet dévoué, un loup déguisé en brebis. « Ravi de te rencontrer, frère Dali,
dit-il, la salutation étant une insulte calculée à la fierté de l'homme. Aster se présenta avec une assurance qui déconcerta les nobles rassemblés. Aster F. Elmheim. Je suis ton frère cadet, déclara-t-il. Le nom resta suspendu dans l'air, un défi enveloppé dans une présentation formelle. Il était là, et il ne bougerait pas. Les yeux de Dali elle-même restèrent fixés sur Aster, froid et calculateur. Je t'ai vu de l'extérieur, continua Aster, alors je me suis dit que je passerais te saluer. La simplicité du mensonge était parfaite. Il ne les saluait pas, il les marquait. L'un des laquais de Dali se pencha, un rictus tordant son visage. Il ne voyait pas une menace, il voyait une blague. C'est le gamin adopté, chef, murmura-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Celui ramassé par cette famille de vicomtes. La pièce s'agita d'un amusement moqueur. Le rire de Dali elle-même fut comme une lame dentelée, tranchant le mince vernis de l'étiquette noble. Je vois, cracha-t-il, s'adossant avec un regard de pure malice. C'est donc pour ça que t'es assez sans gêne pour porter le « F » dans ton nom. Pour eux, il était un raté, un rebut d'une branche familiale. Derrière les masques de ces enfants arrogants se cachait une sombre vérité. Dali et Grillon, tous deux étaient les héritiers légitimes de la famille elle-même. Et plus important encore, ce sont eux deux qui avaient tué Aster dans sa vie passée. Le souvenir de la trahison brûlait dans son âme. Aster les observait, son esprit étant un piège d'acier pour la vengeance. Il se souvenait de la peur qu'ils inspiraient autrefois. C'est pathétique, pensa-t-il. Dire qu'il m'intimidait à l'époque. Le rapport de force avait changé. Il ne le savait pas encore. Pour un homme ayant vu les horreurs de la guerre et les profondeurs de la trahison, ces nobles n'étaient rien. Maintenant, on dirait juste des gamins qui jouent à se déguiser, conclut Aster. Leurs vêtements luxueux et leurs titres ne pouvaient cacher la faiblesse de leur cœur. Les yeux d'Aster flamboyèrent d'une lueur létale. Ce n'étaient que des enfants jouant aux dieux, inconscients qu'un véritable monstre se tenait juste devant eux, comptant les secondes avant leur chute. Aster. L'appel le ramena au présent. Alphin lui saisit le bras, sa prise était serrée par l'urgence. Elle sentait la toxicité du groupe et ne voulait pas en faire partie. « Viens, on s'en va », pressa-t-elle, l'éloignant du canapé. « Tu as déjà fait tes salutations. » Elle savait que cette interaction ne pouvait se terminer que par le sang. Dali elle-même n'allait pas laisser sa proie s'échapper si facilement. « Et, Alphin », appela-t-il, sa voix suintant d'une fausse amitié moqueuse. « T'étais là aussi. » Il la regardait avec les yeux d'un loup observant un agneau, savourant le pouvoir qu'il exerçait sur sa famille. Dali se pencha en avant, son sourire s'élargissant alors qu'il accentuait sa pression. « Me dis pas que tu te caches encore derrière ton père. » se moqua-t-il. « Pourquoi tu viendrais pas ici nous tenir compagnie? C'est un ordre de la maison principale, tu piges. » Il utilisait leur statut pour briser son moral. Alphin s'arrêta, son dos se tendant alors que le poids de l'insulte portait. Elle était piégée entre sa fierté et l'autorité écrasante de la maison principale. Le silence dans le hall était pesant, chaque regard fixé sur elle, attendant qu'elle craque. Mais Alphin ne craqua pas. Elle se retourna, ses yeux brûlants d'un défi qui surprit même les nobles. « Je refuse », déclara-t-elle, la voix ferme et haute. Il n'y a pas de relation maître-serviteur entre la branche principale et la branche secondaire. C'était une déclaration de guerre. Pour éviter que la tension n'explose, Alphin saisit le bras d'Aster et l'entraîna pour fuir ces sales gueules de méchants, mais il arrêta en disant « Attends, Serette », sa voix agissant comme une encre calme au milieu de la tempête montante, car il n'en avait pas fini avec Dali, loin de là. Les mains d'Alphin commencèrent à trembler alors que les paroles de Dali résonnaient, son arrogance se muant en une agression pure et simple alors qu'il sifflait comme un serpent à sonnette. « J'ai pas fini de parler. » Le regard d'Aster devint glacial. Il observait l'intimidation physique avec une furie détachée. C'était le vrai visage des elles-mêmes. Cruauté, violence et mépris total pour quiconque était jugé inférieur. Dali creusait sa propre tombe. Dali se pencha tout près, ses yeux rouges brillant d'une malice écœurante. « Tu sais quoi ?» demanda-t-il, son sourire étant plus large et plus dérangé qu'avant. Il savourait le moment, se préparant à porter un coup qui ferait plus mal que n'importe quel coup physique. Dali elle-même tourna son venin verbal vers leur père. « Le père de cette fille est un chevalier qui n'a même pas été capable de protéger le roi, » ricana-t-il, assez fort pour que tout le hall l'entende. Il démolissait le seul héros qu'Alphin ait jamais connu. La voix de Dali était un fouet, lacérant la fierté d'Alphin. Il a porté le chapeau et s'est fait trancher le bras par son propre frère, rit-il. L'humiliation était totale. La tête d'Alphin s'inclina, son cœur se brisant sous le poids de la cruelle vérité. La vengeance n'était plus un choix, c'était une nécessité. Le visage d'Alphin se tordit dans un mélange de rage et d'humiliation alors que les mots de Dali coupaient profondément. Dali ricana. « Je suis juste content de ne pas avoir le sang d'un perdant qui coule dans mes veines. » La cruauté était délibérée, un rappel de la hiérarchie interne de la famille elle-même. L'insulte faite à son père fut la goutte de trop. Alphin fit un pas en avant,
sa voix tremblante de fureur. « Reprends ce que tu as dit !» hurla-t-elle, exigeant le respect d'un monstre qui ne connaissait pas le sens du mot. Aster observait la confrontation, son silence masquant une tempête imminente. « Je ne te laisserai pas insulter mon père. » Le cri d'Alphin fut coupé net. Dali ne se contenta pas de verser son vin. Il le cracha avec un regard de mépris pur et dur. Le liquide rouge éclaboussa la jeune fille, manifestation physique de son dédain pour la branche secondaire. Dali s'adossa, sa voix suintant le venin. Né dans une famille composée uniquement de femmes inutiles qui ne peuvent même pas hériter d'un titre. Ton père doit être tellement déçu. Il déchiquetait son identité même, se moquant de son existence en tant que membre de la maison Ifride. Le sourire de Dali était sadique. Il regardait Alphin comme si elle était de la merde sous ses bottes. On n'est pas dans une salle de bal, tu sais. La prochaine fois, tu devrais porter des haillons. Il savourait son humiliation publique. Comme ça n'aura pas d'importance quand tu seras trempé. Alphin restait figé, le vin dégoulinant de ses vêtements, sa dignité assiégée. En arrière-plan, la présence d'Aster se faisait plus lourde. Le temps de l'observation était terminé. Aster observait la scène d'un regard froid et détaché. Il se disait « J'étais vraiment inquiet avant d'arriver ici ». Il avait passé 10 ans à préparer ses retrouvailles, se demandant comment il réagirait face à ses meurtriers. La pensée continua alors qu'il regardait les héritières de la maison principale elle-même. Inquiet de ne ressentir aucune colère, même après avoir revu vos tronches. Le feu en lui n'était pas mort, il s'était simplement affiné en une arme létale. En regardant le visage de sa sœur taché de larmes, une sombre satisfaction s'installa dans l'esprit d'Aster. Mais quel soulagement! La colère était là. La haine était réelle. Et c'était exactement ce dont il avait besoin pour alimenter sa vengeance. Aster brisa le silence, sa voix étant une lame tranchante coupant les rires des nobles. « Et, Dali » appela-t-il. Dans sa main, une bouteille de vin brillait sous la lumière du lustre, une menace silencieuse que Dali était trop arrogant pour reconnaître. Dali leva les yeux, surpris par l'intervention soudaine. Il avait l'habitude d'être celui qui contrôle, ne s'attendant jamais à ce qu'un gamin d'une famille de branches ose le défier. Aster se tenait devant lui, la bouteille tenue avec un calme effrayant. Aster ne mâcha pas ses mots. « C'est bon de voir que vous êtes toujours des sombres merdes. » Le masque de « fausse noblesse » fut jeté. L'insulte directe resta suspendue dans l'air, une déclaration de guerre contre les héritiers légitimes de la famille tyrante. La bouteille se brisa, ou plutôt, le contenu fut violemment vidé sur la tête de Dali. « Que » bafouilla Dali, son apparence soigneusement soignée ruinée en un instant. Le chasseur était devenu la proie, humilié devant ses propres laquais. Aster dominait l'héritier trempé, son expression étant celle d'un mépris blasé. L'un des autres nobles s'écria avec incrédulité « Frère !» Dali était sans voix, sa fierté non méritée volait en éclats par un seul acte de rébellion audacieux. Aster essuya nonchalamment une goutte de liquide sur sa lèvre. « Oh, c'est juste du jus de raisin !» songea-t-il, sa voix dénuée de toute chaleur. Il se moquait du comportement de Dali quelques instants plus tôt, retournant l'humiliation contre sa source. Aster adressa un sourire sombre et prédateur à l'héritier qu'il trouvait autrefois intimidant. « Ça convient parfaitement à un noble capricieux comme toi, tu ne trouves pas ?» Le basculement stratégique était achevé. Aster ne se cachait plus, il frappait au cœur de leur arrogance. La scène bascula dans le temps. Il y a 3 ans, une éruption massive d'énergie dorée déchira les terrains d'entraînement. Une voix désespérée hurla « Retiens-la, Aster !» Le pouvoir brut d'un tyran se manifestait dans le corps d'un jeune garçon. L'explosion eut des conséquences. Les sœurs d'Aster furent prises dans le contre-coup, terrifiées et en pleurs. L'une d'elles hurla de douleur et de peur. « Tu essaies de tuer mes sœurs ?» Le poids de son pouvoir était une malédiction qu'il ne pouvait pas encore contrôler. Le jeune Aster restait figé, témoin de la destruction qu'il avait causée. Une voix le pressa. « Reprends-toi !» C'était un enfant ayant le pouvoir de détruire tout ce qu'il aimait, un fardeau qui définirait sa nouvelle vie. Les ailes dorées de l'emblème flamboyèrent derrière lui, symbole d'un pouvoir ultime et d'un danger ultime. Aster réalisa la vérité sur sa condition. Ce sont les 7 ailes. Je n'aurais jamais imaginé que cela renfermait un pouvoir aussi dangereusement incroyable. C'était un héritage de sang et de feu. Le vicomte Ifride se tenait au milieu des décombres, son expression était sinistre alors qu'il regardait le garçon. Il questionnait la nature du pouvoir qu'ils abritaient. Peut-il vraiment être contrôlé? Par moi. Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les yeux du jeune Aster brillaient d'une intensité ancienne et terrifiante. « Et par toi aussi », fit écho la pensée. Les 7 ailes n'étaient pas seulement un cadeau. C'était le compte à rebours vers un destin qui remodèlerait la famille elle-même. De retour dans le présent, le calme de la conférence noble fut brisé. Un garde fit irruption dans la salle, essoufflé et paniqué. « Maître !»« C'est terrible !» cria-t-il, son arrivée signalant un désastre qui ne pouvait plus être ignoré. « Laure Rodrika,
elle-même siégeait majestueusement à la table de réunion, son autorité était absolue, quand un vicomte prit soudainement la parole. « Qu'y a-t-il ? Nous sommes en pleine conférence. » Aboya Théil, son regard acéré clouant le messager sur place alors que le garde, arrivant à peine à parler, bégaya « C'est que… » Le garde finit par lâcher l'impossible vérité. La famille principale et la famille de branche des elles-mêmes. Leurs 2 fils sont en train de se battre en duel. La pièce devint glaciale. La rébellion était officiellement sortie de l'ombre pour monter sur scène, laissant les seigneurs dans un état de choc pur. La nouvelle frappa comme un coup de poing. « QOI » s'exclamèrent à la fois le vicomte Ifrid et leur Rodrika, elle-même, duc elle-même, leurs esprits s'emballant pour traiter l'absurdité de la situation. La conférence paisible venait de se transformer en champ de bataille. Le vicomte Ifrid ne perdit pas une seconde. Il s'élança vers le hall, sa cape flottant alors qu'un cri frénétique de « Père » résonnait dans les grands couloirs. Il connaissait le secret d'Aster, et il savait ce qui était en jeu. Il manqua de percuter Alphin, qui courait vers lui, le visage décomposé par la terreur. « Alphin. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» demanda-t-il, la voix serrée par le désespoir d'un père. Le calme qu'il avait prôné à Aster était déjà brisé. Derrière eux, le vicomte barbu apparut, semblant ravi par le spectacle, tandis que d'autres nobles observaient avec une curiosité de prédateur alors que des questions murmurées de « Regardez, c'est » remplissaient l'air. La vue depuis le balcon révélait l'arène en contrebas. Une querelle fraternelle dans la prestigieuse maison elle-même. « C'est pas tous les jours qu'on voit ça », notèrent les observateurs, savourant le divertissement inattendu. L'opulence du hall servait maintenant de toile de fond à la violence. Le vicomte Ifrid et Alphin regardaient depuis la balustrade, retenant leur souffle. Ils savaient que le monde allait voir ce qu'Aster cachait depuis 10 ans. Selon l'issue. La tension était assez épaisse pour s'y étouffer. Les nobles aux alentours étaient sur les nerfs. La sueur perlait sur leur front alors qu'ils réalisaient que ce duel était plus qu'une simple dispute. Dans l'ombre, un observateur aux cheveux bleus regardait avec un calcul silencieux, sentant le basculement du pouvoir. Le vicomte barbu se caressa le menton, une lueur sombre et amusée dans ses yeux rouges. Ce rassemblement de la danse de l'épée pourrait devenir chaotique, songea Théil, appréciant le potentiel de destruction. Pour lui, la vie de ses enfants n'était que des variables dans un jeu plus vaste. En bas dans l'arène, Dali elle-même leva sa lame, l'emblème des 4 ailes sur sa main brillant d'une lumière rouge menaçante. « Chercher la bagarre avec notre maison ducale, quel imbécile !» ricana Théil. « Au final, t'es juste un bâtard né dans la nature. Tu piges même pas la différence de puissance. » La foule était en admiration alors qu'une aura rouge jaillissait de la main de Dali. « C'est un emblème à 4 ailes !» cria quelqu'un. Comme on pouvait s'y attendre, un héritier ducal est à un autre niveau. Il ne voyait que le symbole, ignorant le monstre qui se tenait devant lui. Dali se pencha, ses yeux étaient écarquillés par une arrogance maniaque. « Allez, montre-nous le tien. Ton emblème ailé. » Il mourait d'envie de prouver sa supériorité, d'écraser le « cabot » de la branche secondaire sous le poids de son droit de naissance. « Ou t'as trop honte de le montrer en public après avoir vu le mien ?» se moqua Dali. Aster restait calme, le dos tourné au public. Il se disait, oh Weiss. Afficher un simple motif avec une fierté pareille. Les yeux dorés d'Aster ne contenaient qu'un mépris froid. « C'est une chose honteuse que je pense ne jamais pouvoir faire », conclut-il. Pour un homme possédant les 7 ailes, l'étalage de Dali était comme un enfant se vantant de son jouet. L'expression de Dali passa de l'arrogance à une rage tremblante. L'indifférence était la seule chose qu'il ne pouvait pas supporter. Le silence d'Aster était plus bruyant que n'importe quelle insulte. Aster fixa les enjeux avec un calme létal. « Plus important encore, si je gagne, tu présentes tes excuses à ma sœur. Ça te va ?» Dali répliqua avec un sourire cruel. « D'accord. Mais si je gagne, tu deviendras mon chien. » Le contrat de l'humiliation était signé dans l'air. Dali bondit, son visage tordu dans un masque de joie homicide. « Je vais te faire trimer jusqu'à l'os pour le reste de tes jours. » hurla-t-il, le mana rouge explosant de sa lame alors qu'il visait à terminer le duel d'un seul coup. L'air hurla quand les épées entrèrent en collision. Des étincelles inondèrent le sol de l'arène, la puissance brute de la maison principale se heurtant à un fantôme. Le sourire maniaque de Dali rencontra la concentration inébranlable d'Aster. Le dernier assaut de Dali le fit reculer, faisant tourbillonner la poussière derrière lui, pourtant il ne se contentait pas de combattre. Il dansait à travers une tempête d'acier. À travers cette dernière défense, il pouvait sentir que la puissance de l'attaque de Dali était vraiment extraordinaire, sa force pure faisant trembler ses bras. Dali s'élança vers l'avant, le mana rouge tourbillonnant en un vortex. « C'est ça, la puissance de l'emblème à 4 ailes !» rugit-il, croyant que sa seule lignée l'emporterait. Il prenait l'absence d'emblème visible pour une absence de puissance. L'échange fut un flou d'acier et de lumière. Dali frappait avec la force de son emblème, mais Aster parait chaque coup, le son du métal s'entrechoquant résonnant dans le hall comme un glas funèbre. Tout en haut, Alphin agrippait la balustrade,
le visage pâle. « Asté !» hurla-t-elle, sa voix perdue dans le fracas du combat. Elle voyait le danger, mais elle ne voyait pas encore le prédateur. Le vicomte barbu observait avec l'œil d'un critique. « L'escrime du petit Dali est encore immature, » observa-t-il, sa voix dénuée de toute chaleur paternelle. Il était plus intéressé par la technique que par la vie de son fils. Le vicomte barbu observait avec l'œil d'un critique. Peu importe la maladresse de sa lame, le pouvoir magique écrasant compense tout, songea-t-il. C'est là l'avantage de ceux qui portent un emblème ailé. Il savait que cette force brute et non méritée était la fondation même de leur tyrannie absolue. L'échelle de puissance était mise à nu, une hiérarchie gravée dans le feu. Si la magie logée dans une aile est comme la flamme d'une bougie, alors la magie cachée dans 4 ailes est vraiment. Dali était enfin prête à allumer l'enfer, ignorant le soleil qu'Aster gardait en réserve. Le sol de l'arène vola en éclats alors que le mana rouge jaillissait dans une explosion violente. Une explosion de puissance brute provenant de l'emblème à 4 ailes de Dali elle-même secoua le hall, mais la fumée ne cachait pas son désespoir croissant. Pour la foule, cela ressemblait à un coup fatal. Pour Aster, c'était un jeu d'enfant. Dali ricana à travers la brume, son visage tordu dans un sourire maniaque d'arrogance non méritée. « Elle est passée où, ta jactance de tout à l'heure ?» se moqua-t-il, croyant que son seul héritage était enfin en train d'écraser le cabot de la branche secondaire. Il ne réalisait pas qu'il hurlait sur le fantôme d'un général. Les lames crissaient l'une contre l'autre, un gémissement aigu de métal s'entrechoquant. Dali pressait vers l'avant, sa voix étant une arête tranchante de malice. « Tu voulais pas me forcer à m'excuser? Ou c'était que du vent ?» Les yeux dorés d'Aster restaient inébranlables, promesse silencieuse de la violence à venir. « Montre-moi tes puissance !» rugit Dali, mettant chaque once de sa fierté et de son mana dans un coup lourd descendant. Il ne se battait plus pour le divertissement. Il se battait pour prouver que sa lignée avait encore un sens face à l'indifférence d'Aster. Depuis le balcon, un noble à moustache regardait avec un sourire tremblant et nerveux. « Le match est plié », murmura-t-il à ses compagnons. Il voyait la fausse gentillesse noble dans la famille de Dali, mais il ne voyait pas la sombre réalité se dérouler sous son nez. La lame d'Aster bougea enfin, un éclair d'argent et d'or. Une fine ligne de lumière coupa le mana rouge, parant le cou lourd de Dali avec une précision qui défiait les lois de la physique. La contre-attaque commençait avant même que Dali ne réalise que son coup avait échoué. L'impact fut un choc de titan qui ébranla les fondations même du hall. Le mana doré rencontra le rouge dans une explosion aveuglante de force. À l'horreur des spectateurs, ce n'était pas l'héritier ducal qui gagnait l'épreuve de force. Aster poussait vers l'avant, sa résolution étant comme le fer. L'arrogance de Dali fut instantanément remplacée par une terreur pure et tremblante. « QOI !» hurla-t-il alors que ses bras flanchaient sous le poids d'une puissance qu'il ne pouvait comprendre. Il était censé être le supérieur, l'héritier légitime, et pourtant il se faisait écraser. La voix d'Aster fut un murmure froid qui coupa le rugissement du mana. « Tu parles trop », dit-il, la simple vérité frappant Dali plus fort que n'importe quel coup physique. Le prédateur était fatigué du bruit de sa proie. D'un seul mouvement fluide, Aster balança sa lame. Des arcs d'énergie dorés déchirèrent les défenses désespérées de Dali, créant une onde de choc qui envoya elle, héritier légitime, trébucher en arrière comme un animal blessé. Le prestige de la famille tyrante était mis en pièces en public. Aster se tenait au centre du vortex, le mana doré tourbillonnant autour de lui comme les ailes d'un ange vengeur. La pression à elle seule suffisait à rendre l'air lourd et suffocant pour chaque noble dans la pièce. Le véritable pouvoir des 7 ailes commençait à transparaître. Pendant les 10 dernières années, j'ai appris la magie dans une maison de vicomte, pensa Aster, son esprit étant un piège d'acier aux souvenirs froids. N'attendant que la chance de me venger de vous tous. Chaque jour d'entraînement était un compte à rebours vers ce moment précis. La lumière dorée flamboya avec une intensité aveuglante, un arc massif d'énergie reflétant l'ampleur du pouvoir caché d'Aster. Il ne se contentait pas de balancer une épée, il maniait 10 ans de taine concentrée et toute une vie d'expérience de champ de bataille. Dali ne put que gémir d'agonie, GUH. Alors que son mana rouge était totalement englouti par la marée dorée. Son emblème à 4 ailes, la fierté de sa vie, ressemblait à une bougie vacillante comparée au soleil qu'était Aster. Le poids du mana d'Aster était trop lourd pour que Dali le supporte. Les genoux du fier héritier frappèrent le sol de pierre avec un bruit sourd. NGH. Grogna-t-il, l'héritier légitime de la maison principale réduit à ramper au pied du gamin adopté. Un spectateur noble regardait, figé par le choc, le visage pâle alors qu'il assistait à l'impossible. FR frère est en train de... bégaya-t-il, incapable de concevoir la vue de l'héritier de la maison principale elle-même humiliée de la sorte. Est-ce se faire repousser? Réalisa la foule dans un halètement collectif. Aster dominait Dali, le feu doré dans ses yeux reflétant les halls brûlants de sa vie passée. Il était un cauchemar devenu réalité pour la famille noble tyrante. Dali leva les yeux, son visage étant un masque de sueur, de sang et de déni total. « Yeah. Je suis un 4L. »
hurla-t-il, s'accrochant à son rang comme si sa simple mention allait magiquement le sauver du prédateur devant lui. Le visage d'Aster était un portrait de résolution froide et inflexible. Il ne voyait pas un frère, il voyait un parasite qui devait être purgé. Le passage tactique de l'observation à la dominance était absolu. Le grincement du métal contre le métal emplit le hall alors que la lame de Dali commençait à se fissurer sous la pression d'Aster. L'arme physique flanchait, miroir de l'effondrement total de l'esprit arrogant de Dali. Les spectateurs étaient dans un état d'incrédulité totale. C'est pas possible qu'ils gagnent vraiment comme ça, hein? Marmonna un noble, les mains tremblantes. Toute leur compréhension de la structure du pouvoir elle-même était démantelée en un seul duel. Dali est complètement submergé, murmuraient les spectateurs dans un bourdonnement bas et paniqué. L'aura dorée irradiant d'Aster rendait la lumière rouge de Dali pathétique. La différence de puissance n'était plus une question, c'était un fait visible. La peur dans le hall était désormais assez épaisse pour être goûtée. Il y a encore des monstres pareils chez les elles-mêmes. Murmuraient les nobles, reconnaissant enfin qu'Aster n'était pas juste un gamin doué, mais une menace mortelle pour leur existence même. Le regard d'Aster restait létal à travers le mana doré tourbillonnant. Il savourait la terreur dans les yeux de Dali, le moment exact où un prédateur brise sa proie. 10 ans d'attente avaient mené à cela. Il était la rébellion personnifiée, et il n'en avait pas fini. Le vicomte Ifrid et Alphin regardaient le statu quo brûler. C'est mauvais, réalisa Ifrid, sentant que cette démonstration allait démanteler la hiérarchie même de la maison elle-même. La guerre n'avait pas seulement commencé, elle évoluait déjà vers un massacre systémique. Les dents de Dali elle-même se serrèrent dans une lutte désespérée et futile contre le poids du mana doré. Le fier héritier de la maison principale était systématiquement démantelé par une puissance qu'il ne pouvait comprendre. La hiérarchie des elles-mêmes s'effondrait sous les yeux de la foule. Un fantôme d'une vie antérieure vacilla dans les recoins sombres de l'esprit d'Aster. Un bras tranché, une gerbe de sang, et le souvenir de l'instant froid et final où il avait tout perdu. Ce n'était pas juste un duel, c'était le remboursement d'une dette de sang. Le rire d'un tueur fit écho dans le vide. Aster se souvint du visage de Dali du passé, la même joie sadique qu'il montrait lorsqu'il avait porté le coup final dans sa vie précédente. La fausse gentillesse noble était un masque que Dali avait porté bien trop longtemps. Aster devint une silhouette de feu doré, la personnification d'une vengeance vieille de 10 ans. Les 7 ailes n'étaient pas seulement un pouvoir, elles étaient juges et jurys. Il n'était plus un enfant d'une famille de branches, il était un exécuteur. La fierté non méritée de Dali était enfin morte. Aerith. Arrête, pleurnicha Théil, sa voix étant un crawl pathétique alors que la pression dorée menaçait d'écraser la moelle même de ses os. Il plaidait pour une pitié qu'il n'avait jamais montrée aux autres. Depuis le haut balcon, la voix d'Alphin déchira l'air pesant, aigu de terreur. « Non, Asté !» hurla Théel, réalisant que son frère était à quelques instants de franchir une ligne qui changerait leur vie à jamais. Elle voyait la noirceur en lui que personne d'autre n'osait remarquer. La lame dorée descendit comme une sentence finale. Dans un bruit de verre brisé, l'épée de Dali explosa en éclats inutiles. L'arme physique avait disparu, et l'esprit de l'héritier fut brisé en même temps qu'elle. Aster avait gagné bien plus qu'un combat. Tout en haut, au-dessus des décombres de l'arène, le vicomte barbu observait. Ses bras étaient croisés, son expression était un masque d'intérêt froid et analytique. Le tyran n'ignorait plus la famille de branches, il voyait une menace qui nécessitait son attention personnelle. Aster se tenait au centre du silence soudain et vibrant, sa poitrine haletante alors que l'aura dorée se retirait lentement. Un seul éclat de la lame brisée de Dali restait planté dans le sol de pierre. Une pierre tombale dentelée pour l'arrogance de la maison principale. Aster regarda les restes grelottants et trempés de l'héritier ducal. « La prochaine fois, tu devrais venir envelopper dans des haillons, » dit-il, rejetant les propres paroles cruelles de Dali à sa figure. « Comme ça t'embêtera pas d'être trempé, cousin. » L'humiliation était totale. Les yeux dorés du protagoniste brillaient d'une compréhension nouvelle et dangereuse. Le basculement stratégique était complet. Il avait montré ses dents aux monstres de ce monde, et il n'y avait plus de retour possible dans l'ombre. Alphin et le vicomte Ifrid regardaient depuis le balcon, leur soulagement luttant contre la froide réalisation de ce qu'Aster était vraiment. Le garçon qu'ils avaient élevé était devenu la personne la plus dangereuse de la pièce. La déclaration interne était finale et absolue. « Je ne suis plus H, le sang elle. » Le nom qu'ils utilisaient pour se moquer de lui était maintenant un témoignage de leur propre aveuglement. Le garçon sans elle s'était fait des griffes. Réaliser ça a déjà éclairci mon esprit. Un sourire doux et létal toucha les lèvres d'Aster. La peur de sa vie passée mourait enfin, remplacée par la clarté froide d'une rébellion qui allait bientôt consumer toute la famille noble. Soudain, l'air même du hall se changea en glace. Une intention tranchante et perçante coupa le mana persistant, signalant l'arrivée d'un prédateur qui faisait passer Dali pour un insecte. Les sens d'Aster hurlèrent un avertissement qu'il ne connaissait que trop bien. Une vague de mana sombre et rouge s'écrasa dans la pièce, un poids oppressant qui fit taire la foule noble instantanément. La sombre réalité du pouvoir de la famille tyrante n'était plus un murmure.
c'était une force physique. Aster tourna brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant alors qu'il localisait la source de la pression létale. C'est, pensa-t-il, son sang se changeant en feu liquide. L'homme qu'il avait passé 10 ans à haïr n'était plus seulement un souvenir. Laure Rodrika elle-même, duc elle-même, se tenait baignée dans une aura rouge sinistre et pulsante. Sa présence était une majesté absolue, une beauté froide et terrifiante qui exigeait une obéissance totale de tous ceux qui le regardaient. Le tyran n'était plus un simple spectateur. Le grand-duc se tenait au sommet des escaliers, regardant dans l'arène le dahlie brisé et l'Aster défiant. Le maître de maison était entré en scène, et son regard était fixé uniquement sur le garçon de la famille de Branche. Les yeux dorés d'Aster brûlaient d'une décennie de haine concentrée et pure. Il levait les yeux vers l'homme qu'il avait assassiné dans sa vie passée et abandonné dans celle-ci. Le père biologique. L'ennemi ultime. Roderick. La vraie guerre venait de commencer. Le choc se propage dans la salle de bal. L'impossible s'est produit. Aster, le plus jeune fils d'une simple famille de vicomtes, a terrassé le troisième fils de la maison principale. Les murmures sont venimeux. Mais ça nous met dans une sale position, marmonne-t-il. Il n'y a pas de retour possible une fois que votre réputation est traînée dans la boue comme ça. Entrez dans la tempête. Laure Rodrika, elle-même, chef de la famille principale elle-même, 8e génération. Sa seule présence suffit à étouffer la pièce. Dahlie elle-même est vautrée au sol, vision pathétique. Il voit son père et sourit, le sourire désespéré d'un perdant qui attend un sauvetage. Laure Rodrika, elle-même ne ressemble pas à un sauveur. Il ressemble à un juge. Aster reste sur ses positions alors que le tyran approche, l'air crépitant de pression. Le visage de Laure Rodrika, elle-même, est un masque de pierre. Aucune chaleur paternelle, seulement l'évaluation froide d'un homme qui méprise la faiblesse. Lord Roderick A. Elmheim. L'homme qui règne d'une main de fer et traite son propre sang comme des outils. Dahlie elle-même rampe vers l'avant, son arrogance remplacée par un besoin frénétique de pitié. Il ne réalise pas vers quelle bête il s'avance. « Père !» s'écrie Dahlie elle-même, s'agrippant à la jambe de Laure Rodrika elle-même. Il mendie une protection qu'il n'a pas méritée. Pointant un doigt tremblant, Dahlie elle-même crache ses dernières insultes. C'est lui. C'est le bâtard qui a osé défier la famille principale alors qu'il n'est qu'un sale sang mêlé. Les yeux de Laure Rodrika, elle-même s'enflamment d'un rouge meurtrier. S'il vous plaît, utilisez votre pouvoir pour montrer à ce type sa place. Le plaidoyer de Dahlie elle-même est accueilli par un silence glaçant. CRAC. Le silence est brisé par le bruit d'un os qui vole en éclats. Le pied de Laure Rodrika, elle-même descend sans pitié sur la main de son propre fils. Le cri de Dahlie elle-même est coupé net par une agonie pure. Sa main est broyée sous le talon de son père. La cruauté est absolue. Les spectateurs se figent de terreur. C'est la vraie nature de la famille tyrante. Même leur propre sang est sacrifié s'ils montrent de la faiblesse. Les pensées de Laure Rodrika, elles-mêmes, sont froides comme la glace. Pourquoi un perdant sourit-il? Dahlie elle-même n'a pas seulement perdu, il a traîné le nom de la famille dans la boue. À ceux qui ne peuvent même pas se venger eux-mêmes. Laure Rodrika, elle-même domine son fils brisé. Dans cette maison, la faiblesse est le seul péché impardonnable. Roderick, a Reet. Ne fais pas ça, hurle le vicomte barbu, mais la rage du duc est déjà en mouvement. La salle de bal retient son souffle. Vous n'avez aucun droit de tenir une épée. Lord Roderick A. Elmheim lève la main. Il est prêt à rejeter son propre sang sans une seconde pensée. La tension dans le hall atteint un point de rupture. Le jugement d'un tyran est final, et l'exécution est imminente. Le monde de Dahlie elle-même s'effondre dans la terreur. Les yeux de Laure Rodrika, elle-même, sont dénués de tout sauf d'un mépris froid. Qu'est-ce que tu crois fabriquer, putain? La voix de Roderick résonna avec une autorité absolue alors qu'Aster s'interposait devant la lame du duc, se tenant directement face au tranchant, imperturbable et sans une once de peur. Aster répondit sans broncher, le cousin Dahlie elle-même n'a toujours pas présenté ses excuses à ma sœur Alphin. Pourriez-vous attendre qu'il le fasse avant de le punir? Mon oncle. Les mots d'Aster sont un défi direct à l'homme que tout le monde craint de regarder. Laure Rodrika, elle-même ricane devant le garçon, aveuglée par sa propre arrogance. Il ne voit qu'un orphelin, un sang mêlé, protégé par Siegfried, ignorant que le monstre devant lui est déjà en train de mesurer le poids de ses péchés. Je suis le fils du vicomte. La déclaration d'Aster résonne clairement, son regard est froid et inflexible. Il porte la véritable fierté d'un chevalier et l'honneur de sa maison, un défi qui ne laisse au duc d'autre choix que de répondre avec sa propre marque d'autorité froide. Laure Rodrika, elle-même, observe d'un regard froid alors que les nobles sur le balcon regardent en silence. L'atmosphère dans le hall est d'une lourdeur étouffante. Laure Rodrika, elle-même, dégaine sa lame, sa voix suintant le venin. Alors, en tant que membre de la maison du vicomte, tu as inutilement terni la réputation de la famille principale.
Il parle de la fierté de l'épée du roi et de sa position au sommet des 12 000 chevaliers sous sa bannière. Tout en haut, les nobles de haut rang de la famille Tyrante observent la scène. Un homme musclé à la barbe sombre observe la confrontation avec une expression neutre mais intense. À côté de lui, un noble corpulent en tenue formelle s'appuie contre la balustrade. Il remarque « Tu comprends sûrement que ce n'est pas une affaire qui peut se régler comme une simple chamaillerie d'enfant. » Le poids de la situation est clair pour tout le monde dans le hall. De l'autre côté, un noble svelte aux longs cheveux bleu clair regarde avec un sourire amusé. La politique interne de la famille elle-même semble n'être rien de plus qu'un divertissement pour lui. Le vicomte Igfrid commença à porter la main à la garde de son épée alors que l'homme racontait un passé sinistre, ricanant « Ton père a payé d'un bras sa défiance », prouvant que la cruauté de la maison principale ne connaissait pas de limite. Aster reste de marbre, ses yeux orange brillant d'une intensité tranquille. Alors que la lame du duc plane à proximité, Roderick exige « Que es-tu prêt à sacrifier exactement ?» Aster prend la parole, sa voix est ferme malgré la pression écrasante de la présence du duc. « Avec tout mon respect, mon oncle, » commence-t-il, refusant de reculer devant le tyran. Aster se tient droit alors que Dali elle-même reste brisée au sol derrière lui. Ce n'était pas une dispute entre frères, mais un duel légitime. « J'ai simplement répondu aux insultes contre la maison du vicomte par ma lame, » déclare Aster. Les yeux de Lord Rodrika, elle-même s'enflamment d'une lueur rouge meurtrière. Le défi du garçon est une insulte directe à son autorité absolue en tant que chef de famille. Aster rejette la propre philosophie du duc à sa figure. Ceux qui ne peuvent pas se venger eux-mêmes n'ont pas le droit de tenir une épée. C'étaient vos mots, n'est-ce pas, mon oncle? Les yeux d'Aster brûlent du pouvoir des sept, elle alors qu'il ajoute « Je n'ai pas l'intention de sacrifier ne serait-ce qu'un seul doigt ». Alphin observe le face-à-face depuis le balcon, son visage est pâle d'inquiétude. À côté d'elle, le noble barbu reste silencieux, sentant la tension en bas atteindre un point de rupture. Le noble svelte aux cheveux bleus rit ouvertement de l'absurdité de la situation. Il n'a que 10 ans, tu te fous de moi, se moque-t-il, incapable de croire qu'un simple enfant défie le duc. Lord Rodrika, elle-même tombe silencieux, ses yeux rouges se rétrécissant. L'air autour de lui devient lourd d'une intention meurtrière suffocante. Je vois, murmure Lord Rodrika elle-même, sa main se serrant sur la garde de son épée. Il s'apprête à abattre le garçon qui ose lui faire la leçon avec ses propres mots. Lord Rodrika, elle-même fait un pas en avant, sa pression broyant le sol. Dans ce cas, prends ta position, ordonne-t-il avec une finalité froide. Aster a un haut le cœur alors que la pression du duc explose. Il a à peine le temps de réagir alors que le coup fatal est déchaîné sur lui. La lame du duc bouge en un éclair. Les yeux d'Aster s'écarquillent alors que la mort s'approche de lui en un clin d'œil. Une explosion violente de mana et d'acier secoue le hall. L'impact brise le sol et envoie des débris partout, aveuglant les spectateurs. Alphin hurle, se couvrant la bouche en regardant le nuage de poussière. Les larmes lui montent aux yeux, craignant le pire pour son frère. À travers le chaos, une voix familière rugit de furie pure. Le vicomte Igfrid a sauté dans la mêlée, ses yeux brûlant d'une énergie bleue intense. « Roderick !» hurle-t-il. Le vicomte Igfrid descend comme un éclair, son épée dégainée pour intercepter le coup du duc et protéger son fils adoptif. Les compagnons d'armes s'entrechoquent dans une étincelle aveuglante de métal. La lame du vicomte Igfrid rencontre celle de Lord Rodrika, elle-même de plein fouet, arrêtant le coup mortel à quelques centimètres d'Aster. Le vicomte Igfrid se dresse comme un mur incassable entre son fils et le tyran, sa cape flottant dans l'onde de choc persistante de leur collision. Par cet acte unique de défi, le lien de loyauté envers la maison principale est rompu à jamais. Tournant le dos à l'aura létale du duc, le vicomte Igfrid se précipite aux côtés d'Aster. « Tu n'as rien, Aster !» Son cri désespéré perce les débris qui retombent, juste au moment où le rugissement violent du choc commence à s'estomper dans un silence en temps. La pausiere retombe. Le choc des titans ne laisse que de la pierre fissurée et un silence pesant dans le grand hall. Les yeux de Lord Rodrika, elle-même s'écarquillent. Il ne s'attendait pas à ce que le loyal Igfrid dégaine vraiment l'acier contre son propre duc. Aster tient bon, ensanglanté mais invaincu. L'air autour de lui crépite encore d'un pouvoir brut et instable. Son œil brûle de la furie froide des sept ailes. Il n'a pas besoin de mots. Son regard est une promesse de rétribution future. La surprise du duc est éphémère, remplacée par son masque habituel, froid et calculateur. Il en a assez vu de l'insolence de cette famille branche. Sans un mot de plus, Lord Rodrika, elle-même tourne les talons. Le duel est fini, mais les lignes d'une guerre bien plus vaste ont été tracées. Le tyran s'éloigne des décombres de sa fierté. Derrière lui, Dali elle-même reste un tas pathétique sur le sol, rappel de l'échec de la maison principale. Chaque pas de Lord Rodrika, elle-même résonne dans le hall silencieux. Le vicomte Igfrid le regarde partir, la main toujours crispée sur la garde de son épée. Le poids de la rencontre finit par se faire sentir. Le vicomte Igfrid rattrape son fils,
Le cœur lourd du prix qu'Aster a dû payer pour cette victoire. Asté, s'écrie-t-il d'inquiétude. Aster lève les yeux à travers le sang et la crasse, un sourire effroyablement calme sur le visage. Je l'ai protégé, père. La promesse, et tout le reste. L'expression du vicomte Siegfried s'adoucit, la fierté d'un père éclipsant le devoir d'un noble. Oui, tu as été magnifique. Le prédateur se retire. Laure Rodrika, elle-même quitte la scène, laissant la haute société murmurer à propos du garçon qui a osé défier un tyran. Les vautours sur le balcon commencent à caqueter. Tu as vraiment eu recours à un geste bien puéril, Roderick, se moque le noble à moustache, sentant un basculement de pouvoir. Mais si j'avais laissé ce garçon agir à sa guise, la réputation de la famille principale serait en lambeaux, se moqua le vicomte barbu des actions de Roderick, ajoutant « Enfin, je suppose que c'était un compromis équitable, n'est-ce pas ?» La légende narrative commence ici. Face au grand-duc Roderick lui-même, Aster a tenu tête avec audace et a survécu, une étoile montante née du sang et du défi. Les ragots vont déjà bon train. Pour ce garçon, c'étaient les débuts mondains les plus spectaculaires qu'on puisse imaginer. Pourtant, j'étais sur des charbons ardents, craignant que la maison elle-même ne se scinde carrément en deux. L'ultime avertissement de Laure Rodrika, elle-même reste suspendue dans l'air comme une malédiction. Une ère de bouleversement sera bientôt sur nous. Une tempête si grande qu'elle pourrait bien diviser le monde en 2 ou 3. Le moment de tension se brise alors qu'Alfin se précipite vers eux, son inquiétude reflétant le chaos auquel ils viennent de survivre de justesse. La famille est en sécurité, pour le moment. 10 ans passèrent en un clin d'œil depuis le jour où il fut secouru dans le champ de neige. Le ciel était clair, mais l'héritage de ce jour restait gravé dans les terrains d'entraînement même où Aster affinait ses compétences. Les apprentis regardent en retenant leur souffle. Ils ont entendu les légendes du garçon qui a affronté un duc, mais voir la réalité est une autre histoire. Ah! Un chevalier grogne alors qu'il est envoyé au tapis. Le mouvement d'Aster est un flou, sa technique un instrument de guerre parfait. Impressionnant. Le stagiaire vétéran ne peut que sourire d'incrédulité. Le potentiel du garçon a vraiment éclos en quelque chose de terrifiant. Jeune maître Aster. Maintenant âgé de 10 ans de plus, l'enfant qui a affronté un duc est devenu un guerrier d'une grâce létale et concentrée. Ses yeux oranges brûlent toujours de la même intensité. Quel talent. Et il n'a que 10 ans? C'est terrifiant. Les chevaliers n'arrêtent pas d'en parler. Depuis son retour de l'assemblée de la danse de l'épée, il s'est jeté encore plus dans l'entraînement. Ça a dû être une sacrée inspiration. La légende ne fait que croître à chaque coup de sa lame. En plus, il a apparemment écrasé le 3e fils de Laure Roderick. Les dettes du passé se préparent à être payées en totalité. Astera, elle-même s'entraîne sous le soleil brûlant. Les chevaliers de la famille Branche observent, ressentant un sentiment de justice longtemps attendu. L'un d'eux remarque. La famille principale nous force à avaler des couleuvres depuis si longtemps. Ça fait du bien d'entendre une histoire pareille. Astera, elle-même balance sa lame de bois avec une intention létale. Il se souvient de l'assemblée où il a défié le tyran pour la première fois. Il songe, à l'assemblée de la danse de l'épée, j'ai suffisamment montré ma force et ma présence. Chaque coup est un message à ceux qui les méprisaient autrefois. Astera, elle-même pense, ça devrait faire taire ceux qui se moquent de la maison du vicomte comme étant le déshonneur de la famille elle-même. Mais pour Astera, elle-même, le silence ne suffit pas. Il veut le pouvoir. Mais ma vraie cible reste elle-même. Si je pouvais tester jusqu'où mon pouvoir peut aller, se dit-il. Ses yeux jaunes brûlent d'une faim pour plus que de simples entraînements. Astera, elle-même réalise, je voulais en tester davantage, là-bas. Les souvenirs de ce jour le hantent encore. La pression, le danger, c'était un aperçu du sommet qu'il doit gravir pour accomplir sa vengeance. Astera, elle-même connaît la distance qu'il doit parcourir. À mon niveau actuel, je ne peux pas battre Roderick, s'avoutait-il avec une clarté frustrante. Il pousse son corps dans ses derniers retranchements. Dans ce monde, le rang est tout, et il le sait. Astera, elle-même pense. Après tout, l'emblème ailé n'est qu'un indicateur du rang en pouvoir magique latent. Mais son emblème est spécial, et c'est là son fardeau. Pourtant, je n'arrive toujours pas à puiser dans le pouvoir des 7 ailes. Note Astera elle-même. Le potentiel est inutile sans contrôle. Astera, elle-même réfléchit, né avec ou pas, si tu ne peux pas manier ta magie, c'est du gâchis. Si seulement je pouvais tester les 7 ailes à leur limite sans craindre qu'elles ne s'emballent. La pointe de son épée d'entraînement touche le ciel. C'est un prédateur en formation, attendant le bon moment pour frapper ceux qui l'ont rejeté. Il bouge comme une ombre. Un autre chevalier tombe, incapable même de suivre la vitesse d'Astera, elle-même. L'écart de compétences se creuse chaque jour. 10 ans d'entraînement n'ont pas émoussé sa résolution. Au contraire, le feu dans les yeux d'Astera, elle-même n'a fait que croître, alimenté par le souvenir de la trahison. Le bruit du bois frappant le sol est la seule musique dont il a besoin. Victoire totale sur ses partenaires d'entraînement. Astera,
elle-même se tient parmi les chevaliers vaincus. Suivant. Quelqu'un d'autre? Demande-t-il, sa voix est froide et autoritaire. Personne ne bouge. Une voix familière brise sa concentration. Encore en train de trimer, hein? Dit Alphinte elle-même en s'approchant. Alphinte elle-même arrive sur le terrain avec un sourire moqueur. Aster ne connaît jamais la retenue. C'est vraiment incroyable. En plus, Père t'appelle, l'informe-t-elle. Astera, elle-même soupire, l'intensité s'effaçant un bref instant. Père? Compris. J'y vais, répond-il, passant devant les chevaliers au tapis. Il s'arrête et regarde sa sœur, remarquant quelque chose d'inhabituel. Cette tenue, note Astera, elle-même. Alphin elle-même se tourne, le regardant avec une expression interrogatrice. Même, demande-t-elle. Elle est en tenue d'entraînement au lieu d'une robe de noble. Rare de te voir comme ça, remarque Astera, elle-même. Tu disais pas que c'était pas mignon, donc que tu détestais porter ça. Alphin elle-même balaie le commentaire d'un revers de main. Tout est une question d'équilibre, non? Te voir m'a fait penser que je pouvais pas continuer comme ça, explique-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, Alphin elle-même pointe son épée de bois droit sur son visage, le prenant de court. Alors, commence-t-elle. Les yeux d'Alphin elle-même pétillent d'une détermination joueuse et rare alors qu'elle pointe sa lame. Quand je reviendrai, tu vas me consacrer tout ton temps, déclare-t-elle, s'assurant qu'il comprenne que ce n'est pas une requête, mais une promesse. Astera. Elle-même la regarde partir, le sourire fugace sur son visage s'effaçant déjà pour laisser place à sa résolution froide. Le répit est terminé. Le rire de sa sœur flotte encore dans l'air, mais le poids de la convocation de son père le tire déjà vers les lourdes portes du bureau. La session d'entraînement s'est terminée sur un rire creux alors qu'Aster se moquait du sérieux de sa sœur pendant que les chevaliers gisaient vaincus sur le terrain, plaisantant « Vas-y mollo avec moi », bien que tous deux sachent que dans la famille tyrante, la « merci » n'existait pas. Un coup sec résonne dans le couloir. Astera. Elle-même se tient devant les lourdes portes du bureau de son père, le poids de la convocation pesant sur lui. Astera. Elle-même entre dans la pièce, la lumière dorée du soleil de l'après-midi inondant le sol. « Excusez-moi », dit-il, trouvant le vicomte Siegfried qui l'attend déjà. Astera. Elle-même s'approche du bureau avec une discipline tranquille. « Papa, de quoi as-tu besoin ?» demande-t-il. Le vicomte Siegfried ne lève pas les yeux immédiatement. « Assieds-toi », ordonne-t-il d'une voix ferme mais lassée. Astera. Elle-même prend place. Il a appris à lire le silence de cette maison, un silence qui précède souvent une tempête ou un lourd fardeau. Le vicomte Siegfried brise le calme, ses yeux fixés sur un souvenir lointain. « Ça fait environ 10 ans qu'on t'a accueilli dans la famille, » réfléchit-il. 10 ans de survie. 10 ans de force cachée. Je pensais attendre que tu sois un peu plus grand. Continue le vicomte Siegfried. Il attrape une petite boîte ornée sur la table, ses mouvements sont délibérés. La boîte s'ouvre pour révéler une bague sertie d'un rubis rouge sang éclatant. Astera. Elle-même la fixe, son pouce accélère. C'est, murmure-t-il. La preuve du prochain chef, déclare le vicomte Siegfried. Il regarde directement son fils adoptif. Astera. Elle-même ne peut que lâcher un « je ». Choqué, alors que l'ampleur de l'offre s'installe. Le vicomte Siegfried ne scie pas Aster. « Je veux que tu succèdes à la maison du vicomte ». Les mots flottent dans l'air, un décret final qui ne laisse place à aucune hésitation. Astera. Elle-même reste silencieux, ses yeux dorés écarquillés. « Tu le sais aussi bien que moi, la maison du vicomte est dans une position précaire », explique le vicomte Siegfried. Ils sont assis l'un en face de l'autre, deux hommes liés par un nom que le reste de la famille regarde avec mépris. Le soleil se couche sur le territoire de la maison du vicomte. Mais qu'on le veuille ou non, on est une branche portant le nom elle-même, des seigneurs à qui on a confié notre propre territoire. Beaucoup de choses à protéger, lui rappelle le vicomte Siegfried. La responsabilité est la chaîne qui les lie tous les deux. Les ombres de ceux qui les ont précédés planent dans le bureau. Le vicomte Siegfried fixe les silhouettes des ancêtres. On ne peut pas laisser le siège du prochain chef vide éternellement, dit-il. Le temps de l'intérim est terminé. L'esprit d'Astera. Elle-même se tourne immédiatement vers la toile complexe de leur famille. « Est-ce que les sœurs sont d'accord avec ça ?» demande-t-il. Il ne connaît que trop bien l'envie et la haine que le sang peut engendrer. Le vicomte Siegfried ferme les yeux un instant. « L'Académie des Chevaliers, quand j'irai là-bas, je verrai les sœurs, donc j'en parlerai à tout le monde correctement, » répond-il. C'est un homme qui affronte ses problèmes de face. Les visages de ses autres sœurs, Marfa et Kudo, défilent dans l'esprit d'Astera elle-même. Les sœurs Marfa et Kudo aussi, pense-t-il. L'accueil sera tout sauf chaleureux. La bouche d'Astera. Elle-même se tord en une moue amère. Elles ne seront pas ravies. Surtout sœur Kudo, elle sera furieuse, c'est sûr, réalise-t-il. La fausse gentillesse noble de leur monde est sur le point de voler en éclats. Le vicomte Siegfried lâche un lourd soupir, son visage marqué par la douleur d'une famille brisée.
Elle me déteste juste parce que je suis né garçon, avec la chance d'avoir les 7 ailes, pense Astéra, elle-même, ressentant la piqûre d'un ressentiment non mérité. Les mains d'Astéra, elle-même, se serrent sur ses côtés. Je ne peux pas accepter ça, pense-t-il, le souvenir de son propre manque de contrôle brûlant encore en lui. Il n'est pas prêt à diriger. Pas encore. Il tourne le dos à la preuve de succession. Je ne peux même pas contrôler ma propre magie. J'ai failli tuer ma propre sœur. Je suis trop immature, s'avoue Astéra elle-même. Le pouvoir des 7 ailes est une malédiction pour celui qui ne peut le maîtriser. La pièce est silencieuse. Comme le dit le récit, rien ne peut convaincre une sœur en colère. Mais le vicomte Igfrid a un autre plan en tête. Il a vu le guerrier en ce garçon. Un petit sourire entendu étire les lèvres du vicomte Igfrid. Il en voit plus qu'Astéra. Elle-même ne veut bien l'admettre. Tu m'as toujours fait douter que tu sois vraiment un gosse, note le vicomte. Il sait qu'il parle à une âme qui a connu la guerre. Le vicomte Igfrid s'adosse dans son fauteuil orné, la bague oubliée un instant. Je pensais que cette bague était une récompense pour l'assemblée de la danse de l'épée, dit-il. Mais il sait qu'Astéra, elle-même, cherche une autre forme de force. Le vicomte Igfrid met de côté la bague de succession et tire un long étui en bois vieilli sur le bureau. Je pensais que la bague était une récompense appropriée pour l'assemblée de la danse de l'épée, dit-il, son regard s'aiguisant d'une signification cachée. Mais je soupçonne que tu cherches quelque chose de bien plus substantiel. L'étui repose entre eux, vibrant d'une énergie lourde et dormante qu'Astéra. Elle-même peut ressentir jusque dans sa moelle. Le vicomte Igfrid pose sa main sur le couvercle, prêt à dévoiler un secret plus vital que n'importe quel titre. On dirait que tu préférerais ceci à la place, dit-il, alors qu'il se prépare à montrer à Aster la clé pour dompter ses 7 ailes déchaînées. Mode Vengeance active. La rébellion commence. Les yeux d'Astéra, elle-même, s'écarquillent alors que le couvercle de l'étui en bois est enfin soulevé. C'est, allait-il, ressentant une pression immédiate et ancienne irradiée de l'intérieur. Ce n'est pas seulement une arme, c'est un héritage de sang et de fer. Reposant devant lui se trouve l'épée magique légendaire, Gram. Le vicomte Igfrid révèle sa véritable nature. La lame dévorante de magie, spécifiquement conçue pour contrôler la force chaotique et écrasante du pouvoir des 7 ailes. C'est la clé de la survie d'Astéra, elle-même et l'outil ultime de sa vengeance. Au plus profond des bois reculés, le vicomte Igfrid conduit Astéra, elle-même, vers une clairière. L'endroit est parfait. Igfrid s'arrête et déclare « Bien, cet endroit fera l'affaire. » La confusion brille dans les yeux d'Astéra, elle-même. « Pourquoi ici, père? Si c'est juste pour me montrer une épée, la salle d'entraînement n'aurait-elle pas suffi ?» La réponse de Igfrid est sinistre « Non, c'est juste une précaution. » Le vicomte Igfrid se rappelle la destruction qu'Astéra, elle-même, a laissée derrière lui pendant l'entraînement. Des murs brisés, des sols fissurés. Tu as tendance à casser pas mal de choses, après tout, note-t-il, sachant que la salle d'entraînement ne survivrait pas à ce qui va suivre. Le vicomte Igfrid présente l'héritage, sa garde brillant d'un pouvoir sombre et ancien. Cette épée magique, Gram, est une lame célèbre transmise uniquement au fils aîné de la famille elle-même. Je l'ai fait venir de la maison principale pour toi. Un clic sec résonne dans la forêt alors que le vicomte Igfrid commence à dégainer l'arme. L'air s'alourdit d'anticipation. C'est la véritable puissance de la famille tyrante. Astéra, elle-même, regarde avec incrédulité. Quelque chose ne va pas. La lame légendaire, elle n'est pas là. Il a le souffle coupé en réalisant l'absurdité pure de ce qu'il voit. Les yeux d'Astéra, elle-même, s'écarquillent alors qu'il murmure « C'est une épée ». Le vicomte Igfrid révèle la froide réalité de l'héritage. Comme tu peux le voir, cette épée n'a pas de lame. Le mana du vicomte Igfrid commence à jaillir, s'écoulant dans la garde. Cependant, si je l'imbibe de pouvoirs magiques comme ceci, une énergie rouge violente jaillit de la garde, formant un tranchant dentelé de puissance pure. Le mana rouge fusionne en un tranchant létal. Le vicomte Igfrid explique le secret de l'héritage d'elle-même. Cette épée est une lame de potentiel, complétée par le pouvoir magique du manieur. D'un seul coup dévastateur, le vicomte Igfrid libère le mana accumulé. Une explosion rouge massive déchire le paysage, oblitérant tout sur son passage. La terre elle-même gémit sous le poids de la frappe. L'explosion se dissipe, laissant un cratère massif là où se trouvait un fourré dense. La forêt a été réécrite par un seul coup de l'épée magique, Gram. Le vicomte Igfrid se tient au milieu de la fumée, la lame de Gram vrombit encore d'une intention létale. Il prévient Astéra, elle-même, du danger de l'épée. Cependant, avec un pouvoir magique médiocre, tu pourrais te retrouver complètement vidé par la lame à la place. C'est une épée avec une histoire. Le poids de l'héritage repose désormais sur le jeune garçon. Le vicomte Igfrid offre la garde à Astéra, elle-même, avec un regard provocateur. Alors, tu veux essayer? Astéra, elle-même, saisit la garde froide. Il sent le métal ancien réclamer son énergie. Il se prépare, prêt à prouver qu'il est plus qu'un noble délaissé. Mon mana, dans cette épée.
Murmur Aster A. Elmheim. Il ferme les yeux et se concentre sur le pouvoir tourbillonnant dans son âme, le potentiel dormant des 7 ailes s'éveillant enfin. Le sol tremble. Astera elle-même grogne de douleur alors que l'épée commence à le vider. Gu, c'est. Soudain, un pilier de lumière dorée aveuglante jaillit de la garde, éclipsant le pouvoir montré par Igfrid. L'énergie est incontrôlable. Astera elle-même réalise avec horreur, mon mana coule dans l'épée tout seul. Le torrent doré perce les nuages, tel un phare de puissance brute et indomptée. À des kilomètres de là, le spectacle est impossible à ignorer. Un faisceau de lumière radieuse transperce le ciel, visible par tous dans les territoires environnants. La rébellion vient d'annoncer son arrivée. Au loin, des gardes confus fixent l'horizon. Qu'est-ce que c'était que cette lumière? Une comète est tombée ou quoi? Un garde réplique, idiot, c'est l'inverse. Quelque chose s'est envolé vers le ciel. Une silhouette solitaire observe la lumière depuis le manoir. Le regard d'Alphinte elle-même est fixé sur l'explosion lointaine de mana. Son expression est illisible, mais elle sait exactement qui en est responsable. Ça doit être Aster. Murmure Alphinte elle-même, ses yeux verts reflétant l'éclat faiblissant. La chevaleresse honoraire est de retour, seulement pour découvrir que le frère qu'elle a laissé derrière elle est devenu tout autre chose. De retour dans la forêt, Astera elle-même s'effondre, haletant alors que la dissipation du mana laisse une brume autour de lui. Il sourit malgré son épuisement. C'est une épée extraordinaire. Le vicomte Igfrid est figé par le choc, les yeux écarquillés devant la dévastation causée par un simple enfant. Il réalise son erreur. Ce qui est extraordinaire. Souffle-t-il. Le vicomte Igfrid finit sa pensée, la voix tremblante d'un mélange d'admiration et de peur. C'est ton pouvoir. Au-dessus d'eux, le ciel lui-même est balafré, les nuages tourbillonnant en un vortex violent sous la force pure du mana d'Astera elle-même. Le poids des 7 ailes est absolu. Il n'y a jamais eu une seule personne possédant l'emblème des 7 ailes, même en remontant toute la lignée de la famille elle-même. Le vicomte Igfrid regarde Astera elle-même, sachant qu'il n'est pas qu'un survivant, il est une force qui dépassera bientôt tout ce qu'il connaît. Le vicomte Igfrid observe Astera elle-même dans les bois, l'esprit chargé d'une prophétie terrifiante. Une fois qu'il aura maîtrisé ce pouvoir, il deviendra probablement un bretteur qui me surpassera de loin, moi qui suis un cisel, et même Lord Roderick. L'ombre du Boshua, Lord Roderick, plane derrière Astera elle-même. Le vicomte Igfrid sait que le garçon doit devenir plus qu'un simple survivant. Il doit devenir plus que l'homme qui a cherché à l'écraser. Plus que moi, plus que cet homme. Le vicomte Igfrid continua son récit. Cependant, un pouvoir trop grand sème toujours les graines du conflit, tandis qu'Aster agrippait la garde de son arme, pleinement conscient du danger sur le chemin à venir. Le pouvoir était une épée à double tranchant. L'emblème des 7 ailes brille férocement sur le dos d'Astera, elle-même, une marque de légende qui sert aussi de cible. Le vicomte Igfrid prévient, s'il venait à être connu que tu es un 7 ailes. Des mains spectrales s'étendent depuis l'abîme, menaçant de déchirer Astera elle-même. Tout le monde t'envierait ou même te détesterait. Dans le monde des nobles, l'excellence est une condamnation à mort. Une main saisit une lame, prête à frapper depuis l'ombre. L'avertissement est clair. Certains comploteront pour t'exploiter, et d'autres essaieront sûrement de t'éliminer car tu seras une nuisance. Le vicomte Igfrid tend une main à Astera elle-même, offrant le seul moyen de survivre à la tempête qui vient. Alors, pour t'assurer de ne pas regretter ta propre impuissance quand ce moment viendra. Le vicomte regarde son fils avec une détermination sinistre. La force n'est plus un choix, c'est une nécessité. Deviens fort tant que tu le peux encore, Aster. Astera elle-même prend la main, un vœu scellé dans le silence des bois. C'est vrai. Je ne vivrai plus une vie misérable comme dans la précédente. Le passé est mort. Le futur est de feu. La détermination brûle dans les yeux d'Astera, elle-même. Il ne sera pas un pion dans ce jeu de trône. Merci, père. Je maîtriserai sans aucun doute les 7 ailes et cette épée. 3 jours passent. Le manoir Igfrid est en effervescence alors que le vicomte Igfrid, la vicomtesse elle-même et les jeunes filles se rassemblent au grand escalier. Bon retour à la maison. Les portes s'ouvrent pour révéler le retour de la fille prodigue. Aux côtés de la calme Malfa se tient une jeune femme ardente. Toutes les deux. L'indigne Kudryavka. Je suis de retour. Kudryavka, la sœur chevaleresse énergique, s'apprête à déverser son excitation sur la maison. Elle est de retour de l'académie, et son arrivée est tout sauf discrète. Avec un large sourire et les bras ouverts, Kudryavka réclame de l'affection. Maintenant, mes adorables petites sœurs, faites à votre grande sœur chérie un câlin de retrouvailles. Les plus jeunes filles ignorent totalement son grand geste, se précipitant pour embrasser la Malfa aux cheveux blancs à la place. Bienvenue, Sir Malfa. Kudryavka reste là à serrer le vent. Le rejet frappe Kudryavka comme un coup physique. Elle reste seule au milieu du hall, décontenancée. Hein,
Et le câlin pour Sœur Kudo? La raison de cet accueil glacial est révélée. Mais Sœur Kudo, tu nous ébouriffes toujours les cheveux tout de suite. Face à l'entraînement de chevalier, l'élégance domestique doit être préservée. Kudryavka croise les bras, feignant un personnage de chevalier modeste. Mais non. Moi, qui ai parfaitement maîtrisé la voie de la chevalerie, je ne me comporterai jamais de manière aussi impolie. Elle regarde la jeune Alphin. Le masque de la chevalerie glisse. Kudryavka observe la jeune fille rousse avec une joie de fratrie prédatrice. Les retrouvailles ne sont pas encore finies. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Kudryavka bondit sur sa plus jeune sœur. Alphian. Thaès était une bonne fille. Le retour paisible s'est transformé en match de lutte. Alphin lutte pour respirer dans ce câlin étouffant. Pourquoi tu viens par ici? La chevalerie semble avoir été oubliée en un instant. Malpha regarde autour d'elle dans le hall, remarquant une absence. Hein? Il est tout Aster. La question reste en suspens, déplaçant l'attention sur le garçon qui n'est pas là. Le vicomte Igfrid et la vicomtesse elle-même détournent le regard, leurs expressions mêlant fierté et inquiétude. Ah, si tu le cherches. Ils savent que la forêt est actuellement un champ de bataille de mana. Le sourire enjoué de Kudryavka s'évanouit en un instant. Ses instincts de chevalier hurlent alors qu'elle sent une poussée monstrueuse de pouvoir jaillir des bois. L'air même autour du manoir semble électrisé par la tempête imminente. Au loin, un violent pilier de mana rouge déchire le ciel, secouant les fondations du domaine. Tandis que la famille regarde, choquée, au plus profond de la forêt, Astera. Elle-même se noie dans l'intensité brute et terrifiante de son propre pouvoir. Astera. Elle-même pousse son corps à bout dans la forêt isolée, le mana rouge de l'emblème des 7 elfes flamboyant sauvagement autour de lui alors qu'il lutte pour respirer. La sueur coule sur le visage d'Astera. Elle-même alors qu'il grince des dents contre la pression écrasante. Il sent que le contrôle lui échappe. Fait chier, ça va pas. L'épée magique Gram vrombit d'une puissance instable dans la poigne d'Astera, elle-même. Il réalise le coup terrifiant de son potentiel. Je peux créer une épée avec ma magie, mais je suis déjà à ma limite juste en essayant de la garder sous contrôle. Astera. Elle-même se tient au centre d'une clairière balafrée, la terre elle-même brisée par son entraînement. Ses pensées dérivent vers le standard qu'il doit atteindre. Que dois-je faire pour devenir comme père? Une voix familière coupe le silence des bois. Kudryavkan est arrivé, observant depuis l'ombre d'un regard acéré. Eh bien, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Astera. Elle-même se tourne pour voir sa sœur aînée, sa présence est aussi imposante que celle de n'importe quel chevalier. Sœur Kudo, tu étais déjà de retour. Kudryavka rétorque froidement, dire que tu n'es même pas venu accueillir ta sœur. Le sourire de Kudryavka est tout sauf chaleureux. Elle se moque du manque de courtoisie d'Astera, elle-même. C'est pas un peu froid de ta part? S'avançant vers lui à pas mesurés, Alphin laisse transparaître son ressentiment. Ou est-ce parce que tu te crois spécial, et que tu ne nous remarques même plus? Kudryavka mentionne le prestige qu'Astera, elle-même, a involontairement gagné. J'ai tout entendu sur ce qui s'est passé à l'assemblée de la danse de l'épée. L'Académie des Chevaliers ne parlait que de toi, après tout. Je suis sûr que père doit être très fier. Astera. Elle-même garde son sang-froid, rendant l'observation. Pareil pour toi, sœur. J'ai entendu dire que même en tant qu'apprenti, tu as déjà participé à de nombreuses missions. La médaille de chevalier honoraire brille sur l'uniforme de Kudryavka, témoignage de sa compétence létale. Astera, elle-même note, et que Sœur Kudo a été la seule chevaleresse à recevoir la médaille de chevalier honoraire cette année. Le ton de Kudryavka est tranchant, son ambition claire alors qu'elle regarde la garde dans la main d'Astera, elle-même. Eh bien, si je ne pouvais pas au moins faire ça, je ne serais jamais capable de succéder à père. L'air entre eux devient pesant. Kudryavka l'affronte directement. J'ai entendu dire que tu avais refusé l'offre d'être le successeur. Tu l'as fait pour moi. Astera. Elle-même est momentanément stupéfaite par ce qu'elle sait. Alors père lui a dit. Il a vraiment causé des ennuis inutiles. Il pense, ce n'était pas mon intention. Je ne pensais pas en être digne, c'est tout. Les lèvres de Kudryavka s'amincissent, son masque enjoué commence à s'effriter. Elle voit clair à travers la gentillesse de la famille noble. Kudryavka continue sa marche implacable, ses yeux brûlants d'une intensité sombre. Honnêtement, père comme toi, Aster. D'un mouvement fluide et létal, Kudryavka dégaine sa lame. Sachant qu'elle est mon rêve, vous êtes si méchant. Les retrouvailles sont finies, l'entraînement est devenu une exécution. Le choc parcourt Astera, elle-même alors qu'il sent le changement d'atmosphère. L'intention meurtrière d'Alphin est indéniable. Une explosion massive de mana bleu jaillit alors que Kudryavka frappe. La force est cataclysmique, déchirant les arbres comme du papier. Le sol de la forêt explose dans une pluie de terre et d'éclats. Le coup de Kudryavka est large et dévastateur, ne laissant d'autre choix à Astera, elle-même que de bouger. Astera.
Elle-même parvient de justesse à éviter l'arc mortel, son cœur martelant ses côtes. Hein. Le sol où il se tenait l'instant d'avant a disparu. Les débris tombent encore quand Astéra, elle-même hurle d'incrédulité. Mais qu'est-ce que tu fabriques tout d'un coup, Serette? Kudryavka se tient prête au centre de la destruction, sa lame reposant tranquillement à son côté. Bien, ça fait un bail, alors ta grande sœur va te faire passer un petit test. Un sourire sauvage, assoiffé de combat, s'étire sur le visage de Kudryavka. Elle ne se contente pas de le tester, elle est prête à l'écraser. Maintenant, prévient-elle, je viens vers toi pour de vrai. Le cœur d'Astéra, elle-même bat la chamade. Il n'a plus de temps et sort une excuse désespérée. Attends, sœur Alphin. Cette épée est encore incomplète. Kudryavka toise Astéra, elle-même avec les yeux froids et inflexibles d'une vétérane. Sa voix est comme un coup de fouet sur sa fierté. Pourras-tu sortir la même excuse quand tu feras face à un ennemi sur le champ de bataille? Le mot résonne dans la clairière, glaçant l'air. Enemy. Astéra, elle-même réalise que dans cette forêt, sa sœur n'est plus une gardienne, elle est une prédatrice. Kudryavka s'élance, sa lame est un flou d'énergie bleu mortelle. Elle ne retient rien. Le code du chevalier est d'être toujours prêt au combat. Si tu continues à te retenir, je pourrais bien t'écraser. La terre vole en éclats sous le poids de l'assaut de Kudryavka. Une onde de choc massive déchire le sol forestier, forçant Astéra, elle-même à réaliser que la survie est la seule victoire possible. Astéra, elle-même regarde la destruction s'abattre, son désespoir monte alors qu'il lutte avec son propre pouvoir instable. Tu te fous de moi. J'ai déjà fort à faire juste pour essayer de contrôler mon pouvoir magique. Une lumière dorée s'allume dans les yeux d'Astéra, elle-même. Il arrête de supprimer le mana rouge, le laissant flamboyer en un bouclier violent. Mais j'ai pas le choix. Si je le fais pas, ma sœur va vraiment. La lame lumineuse de Kudryavka descend comme une étoile filante, un coup destiné à clore le duel. Astéra, elle-même grince des dents, la froide réalité de l'instant s'imposant enfin. Me tuer. Le mana rouge et le bleu entrent en collision dans une explosion cataclysmique de potentiel brut. Le choc entre le frère et la sœur secoue les fondations même des terres elles-mêmes. La rébellion a véritablement commencé. À suivre.